Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate ELF, le podcast 100% ELF des équipes de The Playoff. Oui, je sais, on est un petit peu en retard. On avait dit qu'on venait en live à 21h30, il est 21h37. C'est de la faute de mon ordinateur. Pour une fois, c'est pas Waik qui est en retard, c'est bien moi. Donc, on va pas, voilà. Je ne vais pas lui remettre une responsabilité qu'il n'a pas, notre cher Waik. On va être avec vous pendant une petite heure pour parler de tout ce qui s'est passé en ELF ce week-end, pour parler évidemment du match des Paris Musketeers contre le Rennes Fire. C'était samedi après-midi au stade Robert Bobin. En plus, on a de la chance parce que les 4 participants de ce podcast, 4 autres que moi, étaient tous à Robert Bobin ce samedi. Donc comme ça, on va savoir de quoi on parle, hein, puisqu'on y était tous, on a tout vu avec nos propres petits yeux. Mon équipe de podcast habituellement, Waik. Salut Waik, comment tu vas? Ça va très bien, et toi, mon Flav, tu vois, viva au Sporting, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Je rappelle que nous, dans la maison, on est benfiquistes, hein, donc bon, il y a les mollos sur le foot portugais, si ça t'embête pas trop. Mon Julien, salut, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va bien. Et notre Steven de la Red Company, salut Steven. Salut à tous. Est-ce que ça va bien? Nickel. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Steven. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'étais en hibernation de pré-saison. Maintenant que la saison est ressortie. Pour être prêt à taper sur le tambour. Blague à part, on a apporté des améliorations sur le tambour. Je pense que ça s'est entendu. Et voilà. Il se reposait les mains pour être prêt pour le tambour du 17 mai. Avant de présenter notre invité du soir, juste un petit mot auprès de vous tous qui nous écoutez pour vous remercier à mon nom à moi, mais au nom de Waik, je pense, et celui de Gaël pour votre présence samedi pendant le pré-game show qu'on a fait donc en direct du stade Robert Bobin. Vous y avez plus de 1000 personnes qui ont regardé en tout le pré-game show, donc ça nous fait vraiment très très plaisir. Plus de 300 messages sur le chat pendant le show. Vraiment, c'est un vrai grand succès. Alors, on a eu des questions. Je sais que Charles a répondu au plus possible, qui nous ont demandé est-ce que vous pouvez refaire ça à chaque fois. J'ai pas de réponse. Voilà, c'est en discussion. Nous sommes en train de discuter avec nos différents partenaires, avec Gaël, avec Waik, avec d'autres partenaires qui veulent éventuellement se rajouter dans l'aventure. On vous tiendra au courant, informé, évidemment. Mais nous, si on avait le choix, évidemment, qu'on le ferait toutes les semaines. Un mot, Waik. Ah ben, franchement, moi, je suis peut-être parti pour le faire toutes les semaines. Après, si ça ne tenait qu'à moi. Bien évidemment, ça ne tient pas qu'à moi. Oui, parce qu'il y a des contraintes budgétaires aussi, bien évidemment. Et nous ne tenons pas les cordons de la bourse. Pour être avec nous pendant toute cette émission, ou au moins une bonne partie de cette émission, et parler du match de samedi, l'un des défenseurs des Paris Musketeers, l'un des DB, l'un des joueurs que vous avez pu admirer sur le terrain ce samedi, c'est Maxime Roger. Salut Maxime, comment tu vas? Salut à tous. Bah, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, le match était samedi, on a pu se reposer. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est fait. On salue tout le monde dans le chat également. Il y a Grislam qui dit qu'il a cru que t'avais un maillot du Celtic Glasgow. Non, j'ai juste le maillot du meilleur club du Portugal. Voilà, ça c'est comme ça c'est fait. Alors Maxime, j'ai discuté avec quelques-uns de tes coéquipiers samedi et je voulais te commencer par cette question-là parce que tu fais ta 3e saison chez les Mousquetaires de Paris et tous ceux qui ont eu le même parcours que toi, qui sont là depuis 2 voire 3 ans, m'ont dit la même chose samedi, à savoir si on a re-signé, c'est pour finir le travail. Pourquoi toi t'as signé une 3e saison? Bah, c'est exactement ce que j'avais mis dans ma présentation de cette saison, c'était ça. C'était ma phrase, c'était une année pour commencer, une 2e année pour continuer, puis une dernière année pour terminer. Donc moi, c'était vraiment c'est ça. On a construit pendant 2 saisons et là, on a appris plein de choses, à jouer aussi bien en défense qu'en attaque, à créer un groupe. Et donc là, du coup, l'idée, c'est avec le bonne recrue qu'on a aussi bien au niveau des joueurs que du coaching staff, bah, ça va être de terminer ce qu'on a commencé les 2 premières années. J'allais t'en parler avant de parler du match de samedi. Il y a eu quelques arrivées notables dans le backfield défensif des Parisiens. Je pense à Souleymane Karamoko, je pense à Jay Liggins aussi en import américain. Il y a eu la perte de Maceo évidemment qui a fait beaucoup parler aussi. Comment tu juges toi ce backfield défensif parisien, meilleur que l'an dernier? Différent.
Ouais, parce que je trouve qu'en France, on a de très bons DB de manière générale. Et donc, je dirais pas forcément meilleur, mais ouais, l'idée, ça va être de jouer un peu plus ensemble, je pense, pour vraiment créer l'harmonie qu'on a pu avoir. Parce ça fait beaucoup de joueurs avec qui on joue en équipe de France. Donc, en fait, on a pu déjà se connaître en équipe de France, puis tout simplement en D1 de manière générale. Donc, ouais, on a quand même un corps et je pense que les DB, on est de toute façon plutôt une bonne escouade. Et je pense que c'est vrai que l'ajout de Jay Liggins fait vraiment du bien aussi. On a des très bons joueurs, donc je dis pas qu'on n'aurait pas pu faire le taf sans lui, mais c'est juste que je trouve que c'est un des meilleurs corners pour moi de la ligue. Donc, pour avoir joué avec lui aux Raiders il y a du coup 3 ans, 4 ans, je trouve que c'est vraiment un très très bon athlète et je pense qu'il va nous apporter beaucoup quand il sera vraiment rentré dans le système, parce qu'il est arrivé il y a que 2-3 semaines. Il n'y a pas longtemps, effectivement. C'est ça, donc il faut le temps qu'il se mette dans le système, qu'il comprenne tout ce qu'il faut. Donc non, je pense qu'on est un petit peu meilleur, je dirais ça, parce qu'on a Jay Liggins et puis qu'on apprend d'année en année à jouer un peu plus. Maceo, qui d'ailleurs, puisque j'en parle, était présent à Robert Bobin ce samedi pour venir encourager ses ex-camarades. Donc voilà, ça nous a fait très plaisir de le voir avec son beau survêtement de l'équipe. À la Red Company. Ouais. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et évidemment, la question qui nous brûle les lèvres avant aussi de parler du match de samedi, c'est Jack Del Rio. Comment ça se passe avec Jack Del Rio, cette figure défensive de la NFL? C'est vrai que de par en fait, sa nature qui est plutôt calme, je parle surtout en meeting, parce que lors des matchs, ça peut changer un petit peu, parce il y a l'émotion du moment. Mais de manière générale, il est très calme et réfléchi. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de sérénité à tout le monde. Le fait de dire, OK, on sait ce qu'il apporte. Enfin voilà, il a son palmarès et il l'apporte de la manière calme qui fait que on peut apprendre et avancer sur des notions qu'on connaît déjà, mais qui va nous pousser un peu dans nos retranchements et nous dire à chaque fois, je vous propose quelque chose, je l'ai testé pendant 25 ans en NFL, vous faites ce que vous voulez avec, l'important c'est que vous soyez au bon endroit au bon moment, mais voilà, je vous propose ça, faites avec. Et vous faites plutôt bien, puisque on va y revenir. Défensivement, ça s'est plutôt pas trop mal passé ce samedi du côté du stade Robert Bobin. On va en parler de ce match entre le Rainfire et les Mousquetaires. Une défaite, on le rappelle, 17-15. Défaite vraiment de pas grand-chose. Et c'était d'ailleurs, on a parlé après match avec Chris Wombo, avec Kevin Mamba. On a eu qui d'autre, Kevin Cheridodias aussi en interview. Ils nous disaient tous la même chose. Ça s'est joué sur des détails, mais quelque part, c'est des détails qui comptent contre des équipes aussi fortes que le Rainfire. Comment tu analyses cette défaite, toi? Quel est ton ressenti après cette défaite une nouvelle fois de justesse? Ça avait déjà été le cas l'an dernier à Paris, ça s'était pas joué à grand chose. Encore une fois, une défaite vraiment de très très peu contre les doubles champions en titre. Alors déjà, je dirais que l'équipe, elle a quand même changé un petit peu au niveau de Rainfire, ça on le sait avec tous les changements qu'il y a eu pendant la off-season. Mais vu qu'ils ont gardé leur coaching staff, ça joue beaucoup pour l'esprit et l'orientation que l'équipe veut prendre. Et donc ça c'est ça qui s'est ressenti, parce que je pense que sur le papier, on est meilleur cette année que le Rainfire. Le truc, c'est que eux, le coaching staff est là depuis longtemps, donc du coup, les locaux, donc les Allemands, savent comment appréhender l'équipe et tout ça. Donc du coup, il n'y a que les imports qui doivent s'ajuster. Alors que nous, on recrée un petit peu, pas de zéro, parce qu'on a quand même tous les locaux et pas mal d'imports qui sont restés. Mais il y a quand même une dynamique à retrouver. Un nouveau QB qui est, pour moi, je pense, un des meilleurs QB de la ligue, mais il faut le temps qu'ils se mettent à l'ELF. Donc là, c'était un premier match, on commence par le champion en titre. Voilà, forcément, on savait que ça allait être un peu compliqué, il faut le temps qu'il trouve ses marques avec ses receveurs. Donc, et je dirais qu'on a fait des erreurs, c'est-à-dire que faire des holdings, faire des conduites antisportives, faire des choses comme ça qui sont forcément dans un match contre Rainfire, ça va être compliqué. Et c'est des erreurs qu'on ne peut pas faire si on veut chercher plus loin que le 17-15, sachant que l'attaque a plutôt bien avancé sur certains drives.
Donc, ils ont proposé un drive. Le premier drive, il me semble qu'il dure genre 6 ou 7 minutes, quelque chose comme ça. Donc, on peut construire, on sait construire. Et donc, maintenant, c'est juste d'éviter les erreurs et de concrétiser quand on peut. Je pense notamment à la passe, par exemple, d'Hugo Tekedam sur le Berthelin. Qui était magnifique, un petit peu trop loin, il manquait quelque chose, mais on l'avait. Et c'est que ces petites choses qu'il va falloir affiner pour derrière pouvoir dérouler et avoir une attaque très explosive. C'est l'une des premières actions du match, et c'est à mon avis l'une des actions qui résume le mieux la rencontre. D'ailleurs, c'est vraiment c'est parce que Rémi la touche la balle, Rémi jongle même avec avant qu'elle tombe par terre. C'est vraiment ça s'est joué à rien du tout, que ça tourne du bon côté. Bon bah c'est tombé du mauvais côté de la pièce. Mon Wake, toi qui as fait une review de cette rencontre, tu dirais que ça s'est joué à quoi? C'est quoi le point décisif qui a fait que la pièce est tombée du mauvais côté? On a une équipe du Rheinfire qui a été plus efficace dans la zone de vérité. En fait, concrètement, c'est quoi la zone de vérité? C'est les 20 derniers yards, ce qu'on appelle la red zone. Autant statistiquement au niveau des yards à la course comme à la passe, on a été largement au-dessus, mais genre largement au-dessus. Mais le football américain, c'est pas un sport de yards, c'est un sport de points. D'accord? Et malheureusement, on en a mis. Oui, Jamy, mais on en a mis moins. Je propose qu'on change le règlement et que la prochaine fois qu'on ait plus de yards, ça nous fasse 3 points. Et ouais, voilà, c'est ça le truc. Non, mais voilà, c'est. En fait, la vraie stat, et comme je dis dans mon débrief, la vraie stat, c'est 1 sur 4. Ouais. 1 sur 4, c'est 1 TD en 4 possessions dans la red zone. Et malheureusement, c'est pas du football qui va te faire gagner, encore moins contre le Rheinfire. Ouais, c'est effectivement cette efficacité, Jules, c'est pareil pour toi, l'efficacité en red zone qui a fait que ça tourne du mauvais côté. Ouais, c'est sûr. Là, sur un match comme ça, t'aimerais avoir un peu plus de succès direct d'entrée de jeu en début de saison en red zone. Après, comme a dit Maxime, peut-être même plus la première possession en plus qui a vraiment, comme l'a dit Maxime, a très bien avancé, qui se conclut, je vais dire que par 3 points de Mathis Dupont. C'est vraiment dommage parce que là, tout de suite, tu mets un touchdown, ça pose tout de suite l'élément sur la table. Mais encore une fois, c'est bien justement d'avoir un kicker qui passe ses field goals. Ça avait été un des trucs qui a été corrigé l'année dernière. Là, tu le vois que c'est un apport aussi justement encore cette saison parce qu'il va mettre 3 field goals dans le match. Ça manque peut-être justement d'un drive ou deux qui serait construit pour aller rechercher des field goals peut-être sur la fin du match parce que tu as la défense du Fire, elle est vraiment en feu justement sur la fin du match. Tu as tous les vétérans là de chez eux qui font des actions quand tu as le back-to-back sack et l'interception. La défense du Fire en feu, juste, c'est bien. Oui. Fais des jeux de mots comme Flav, t'as vu? Mais alors, j'en avais pas fait. Alors, t'es gentil. Au niveau du quart d'heure d'émission, souvent, il y a des petites blagues. C'était pas Flav le coutumier du fait l'année dernière. Oui, il est dans le chat, le coutumier du fait. Je veux pas dire. Mais ouais, il y a des drives quand même bien construits. Justement, c'est un match qui s'est quand même vachement joué au sol. On peut pas dire qu'il y a eu trop en tant que ça des dingueries à la passe, mais ça se construit parce que les deux QB débarquent dans une nouvelle équipe. Il y a tout à faire, il y a toutes les connexions à jouer. Tiens, justement, Maxime, une question pour toi. Toi qui joues contre cette attaque à l'entraînement, qu'est-ce que tu as pu noter de différent? On a vu quand même qu'il y a vachement de motion, il y a vachement eu de screen pass. Enfin, on a vu rien à voir avec, je trouve, des petits détails comme ça du système Mathioli. On voit tout de suite un peu des différences. Donc, qu'est-ce que ça vous permet, vous, de jouer un système différent à l'entraînement? Et puis après, comment, toi aussi, ça te permet d'évoluer en tant que défenseur, quoi? C'est vrai que du coup, on a un nouveau coach aussi bien en attaque qu'en défense, qui est aussi le head coach. Et c'est vrai qu'il apporte son système qui est avec du coup un peu plus de lourd, donc avec des tight ends. Donc des joueurs qui peuvent à la fois passer et bloquer, enfin récupérer une balle et bloquer. Donc c'est vrai qu'on est plus sur un système où on peut aller chercher la course et après faire une explosion à la passe avec des receveurs, parce qu'on a pas mal de receveurs aussi. Donc ça va être ça, je pense, un peu l'alternance. Et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est notre quarterback qui, comparé aux années présentes, là cette année, il délivre un peu plus à tout le monde. Donc, en match, on l'a vu déjà un petit peu, même si c'est saqué un petit peu. Mais à l'entraînement, on voit qu'il n'y a pas un receveur favori à qui il envoie tout le temps. Forcément, s'il y a un doute, il va préférer aussi Mitchell, mais il envoie quand même à quasiment tous les receveurs.
Et c'est ça qu'il va falloir qu'on aille chercher pour justement battre des grosses défenses où derrière, ils vont devoir faire un peu de man-to-man, un peu tout ça, parce que on peut lancer à tout le monde, quoi. Et donc, ça peut être intéressant. Alors, c'est vrai, excuse-moi, Flav, pour continuer sur et confirmer ce que dit Maxime, énormément de receveurs ont catché le ballon ce samedi. Chez Cousso, Stéphane Fortes, les tight ends, je pense à Kevin Mwamba qui a pas mal catché. Il y a 7 receveurs différents. 7 receveurs différents qui ont eu le ballon. Après, bien évidemment, il y a Hugo qui a été le meilleur, entre guillemets, Hugo Tekedam, qui a été le meilleur receveur samedi. Mais ouais, beaucoup de joueurs ont touché le ballon samedi dernier. Alors, il y a une question de Marie. Alors, je vais la lire parce que je rappelle que le live sera aussi diffusé en podcast à partir de demain. Donc, je vais pas, pour ceux qui n'auront que l'audio, on va lire les questions. Il y a une question de Marie qui nous dit, j'ai l'impression que Jalen Anderson se fait beaucoup plus saquer que Zach Edwards. Alors, il y a eu un problème de ligne offensive. Il y a eu des problèmes de ligne offensive sur ce match-là. Il faut rappeler aussi que les squads défensifs du Rainfire n'est pas n'importe qui en face. C'est pas non plus les perdreaux de l'année. Cette ligne offensive effectivement a été en difficulté. Après moi, et vous allez me donner votre ressenti après. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu quand j'étais à Robert Bobin. J'ai trouvé Jalen Anderson très serein et très calme. C'est-à-dire que même quand il voyait une pression folle lui arriver dessus, il allait pas lancer un ballon n'importe où au risque de balancer une interception. Il allait pas faire n'importe quoi. S'il prend un sac, il le prend et puis voilà. Mais il essayait toujours. Il y avait une forme de sérénité dans son jeu que je retrouvais pas toujours chez Zach Edwards. Voilà, c'est ce qui m'a marqué. Après, effectivement, il y a des ajustements sur la ligne. Là, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il y a des choses qui ont pêché et Jalen Anderson n'avait sans doute pas le même temps que Chad Jeffries pour déployer son jeu parce que la ligne offensive du Rainfire a elle aussi été excellente. Faut voir le travail qui est fait aussi sur la ligne des Allemands parce que la ligne défensive de Paris, on va en reparler après. Va falloir ça coltiner cette année pour les adversaires des Mousquetaires, ça va pas être facile. Et puis faut aussi se rappeler au début des Mousquetaires le nombre de sacs que Zach Edwards pouvait prendre. Oui, la première saison. Donc c'est pas entre guillemets, c'est pas quelque chose de nouveau. Après il y avait eu des améliorations qui avaient été faites. L'année dernière c'était quand même beaucoup mieux. Et après, je suis totalement d'accord avec toi, Flav, dans le sens où, il y avait des moments où on avait l'impression que Zach supportait peut-être pas forcément cette pression-là et que, il allait lancer une interception totalement. Elle allait essayer de se débarrasser de la balle pour trouver une solution. Ouais, voilà. Jalen va la garder ou va aller voir le bord de touche, quitte à récupérer une brutalité sur quarterback s'il se fait pousser. Tu vois. C'est bon. Il y a ce côté-là. Après, encore une fois, on n'a rien contre Zach Edwards, loin de là. C'est qu'un match, pareil, parce que là, la O-line, elle prend 6 sacs, donc en fait, le résultat est mauvais. On voit qu'il y a quand même des grosses failles là sur la O-line. Ça va être corrigé, je pense. Mais justement, le style aussi justement de Henderson, là, il a dominé 2 saisons en JFL. Tu regardes sa poche en JFL, il peut dormir dans sa poche, il n'y a pas de souci. Il avait une ligne incroyable avec Potsdam. Là, justement, tu as déjà un pass rush qui est peut-être un peu au-delà de ce qui se faisait un peu en GFL. Il n'y a pas de souci, le Rainfire, c'est largement au-dessus. Et il faut aussi qu'il ressente peut-être ce pass rush, cette défense un peu plus coriace ELF. Et je trouve que c'est ce qui fait qu'il y a quelques jeux en quatrième quart-temps qui sont moins bons. Comme tu dis, il est arrivé serein dans le match. C'est vrai qu'on voit quand même son niveau pro. Tu vois, c'est pas mal. Mais après, je pense que tout son jeu de jambes va évoluer sur les prochains matchs, quoi. Alors, ça tient du miracle, mais ceux qui n'ont pas vu le match, regardez dans les highlights. C'est au 3e quart-temps, je crois, sur une 4e et 10 où il arrive à quasiment passer en revue le front 7 du Rainfire tout seul. Et pas que le front 7, parce que. Je sais plus c'est qui je crois qu'il y a un tackle qui l'aide un peu à rester debout. Ouais. c'est vraiment, l'action est marrante. Je crois que c'est Wally Camara. C'est Obélix contre les Romains, quoi. Il passe moi, j'avais une question pour Wake, moi, par contre. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait, Wake, de voir un match des Mousquetaires sans Cubidro? Tu sais qu'en 3e et 12, à un moment, je lui ai dit, tiens, QB Power.
Non, ils n'ont pas fait. Alors, il y a PFA Twitch qui nous dit, qui nous pose une question, qui dit certes, il y a des ajustements sur la ligne, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un QB qui met trop de temps à lancer? Plusieurs fois, certains receveurs sont libres ou il y a un match-up 50-50 et j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas confiance. Bah, je pense que c'est dû aussi au fait que l'attaque soit nouvelle. Il faut aussi qu'ils trouvent les automatismes de Jalen Anderson avec ses nouveaux receveurs, non? Ouais, et avant, juste de continuer, PFA Twitch, c'est un poteau à moi, Sofiane, avec qui j'ai fait des podcasts pour mon émission, et on en a discuté en privé. Oui, alors, comme je lui ai dit, comme tu l'as dit, Flav, c'est un nouveau quarterback, nouveau système, nouveau receveur, nouvelle équipe, en tout cas pour lui. Et donc, ça fait un peu plus d'un mois qu'ils s'entraînent ensemble. Il va falloir, ça va prendre du temps. Une attaque, ça prend plus de temps à mettre en place qu'une défense. Et Jalen, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Trouver et s'habituer au système et avoir peut-être un peu plus, je sais pas si c'est vraiment une question de confiance, mais en tout cas, prendre peut-être plus de risques. Là, c'est aussi le premier match. On n'a pas envie de faire de bêtises face à une défense aérienne du Fire qui est l'une des meilleures de la ligue. On rappelle que c'est Omari Williams, Darius Nash, Anthony Anderson. C'est pas non plus des peintres. Donc oui, il a peut-être gardé le ballon parce que aussi, par rapport, ce que j'aime beaucoup chez ce quarterback, c'est que même s'il y a du rush et de la pression autour de lui, il ne baisse pas ses yeux, il continue à garder la tête élevée. Après, pour en avoir un peu discuté avec lui, il a été un peu surpris de la vitesse de jeu des défenseurs allemands. Et après, quand tu as sur une ligne Hugo Klages, Jason Chiquere, ça n'aide pas forcément. Je rappelle ses stats, tant qu'on parle de Jalen Anderson, 20 sur 31 à la passe. Enfin, si les stats de l'ELF sont bonnes, ce serait bien la première fois de l'histoire de l'ELF qu'on a des bonnes stats pour faire un podcast, mais enfin, on n'est pas là pour en débattre. 20 sur 31 à la passe, 180 yards, un touchdown et une interception. Interception qui, on le rappelle, se situe à la toute fin du match sur un jeu plus ou moins forcé parce qu'il fallait tenter d'avancer à 30 secondes de la fin de la rencontre. Donc, on va pas trop lui en vouloir pour cette interception-là. En tout cas, ça reste un match qui est plutôt solide. Et c'est un garçon extrêmement sympathique, puisqu'on a eu l'occasion avec Wake de discuter avec lui à la fin du match. Enfin, surtout Wake, parce que comme vous le savez, mon anglais est limité. Mais Wake lui a bien parlé, en tout cas. C'était sympathique. Non, c'est sympa. Après, ce qui est un peu dommage sur cette action, Maxime Roger, tiens, Maxime, tu peux me dire ton avis, toi qui es un des cerveaux de cette équipe, hein. Le cerveau, peut-être. Peut-être le cerveau ultime de cette défense. Parce que, blague à part, je te dis ça parce que j'ai interviewé Dylan Eustache l'an dernier et il me disait comment déjà d'une, tu étais un mec sympathique et comment tu l'aidais et tu aidais beaucoup de joueurs à élever leur niveau de QI footballistique. Sur cette 3e et 19, ce qui est dommage, c'est je pense le risque qu'il prend, il peut encore attendre, si tu veux. On est en 3e et 19, on sait que quoi qu'il arrive, on va avoir une 4e tentative, au pire des cas. Essaye peut-être d'aller chercher 5, 6, 7 yards, plutôt que d'aller chercher la 3e et 19 entièrement. Tu vois ce que je veux dire? Donne-toi une 4e et 10, donne-toi une 4e et 8 pour essayer de convertir la première tentative. Plutôt que d'aller chercher tout sur une 3e et 19, sachant que les défenseurs, ils vont reculer. Et Flamur Simons, c'est pas l'un des meilleurs linebackers européens pour rien, il le joue très bien le coup. Il sait où sont les marqueurs et il intercepte la passe parce que on tente peut-être, on prend un risque ici, un peu, à mon avis, inconsidéré. On a encore un peu de temps sur l'horloge à ce moment-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi C'est surtout que... il me semble que sur l'action, je ne l'ai pas regardé depuis, mais il y a d'autres receveurs qui sont un peu plus libres, puisque de mémoire, il y a trois défenseurs, je crois, sur Sheku. Ouais, en fait, c'était le receveur. En fait, tu as Sheku et Stéphane et 3 défenseurs. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, je me dis, s'il y a 3 défenseurs à cet endroit-là, sachant qu'en général, dans le concept, si tu mets quelqu'un qui vient se poser au milieu, tu as des gens qui viennent croiser un peu au-dessus pour justement attirer, ce que les coachs aiment bien appeler le fromage, c'est tu viens attirer les gens avec le tracé un peu plus bas pour libérer au-dessus. En général. Et comme ça, tu dis, il y a un truc devant, je vais le chercher, le QB, hop, il pop au-dessus. Donc, je pense, à regarder la vidéo, mais je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus qui doit être peut-être un peu plus libre. Ou alors, effectivement, le safety ou le DB a très bien joué et avait couvert ce tracé au-dessus. Et c'est pour ça qu'il a peut-être forcé en disant,
tant pis, il faut qu'au moins je complète court. Donc il y avait peut-être ça. Et après, il me semble aussi que lorsqu'il déborde, Jalen, il me semble qu'il y a quand même de la distance. Enfin, il a de l'espace devant lui. Donc pour le coup, il aurait peut-être pu courir cette fois-ci, même si c'est toujours ce qu'on reprochait un petit peu à Zach Edwards sur les années précédentes, c'est de trop courir. C'est vrai que peut-être que cette fois-ci, ça aurait été mieux de courir. Mais il venait prendre 2 sacs. on n'en sait rien. Ça se trouve, il aura perdu la balle. Il venait prendre 2 sacs juste avant l'interception, donc ça joue aussi peut-être un peu sur le schéma, tout à fait. l'installation. C'est ça. Et moi, c'est ça le truc pour Jalen Anderson, pour son amélioration, c'est de lancer la balle en touche plutôt que de prendre un sac qui ferait perdre 5-10 yards. Puis à un moment, sur une des tentatives, il perd 10 yards pendant 2e et 12, et donc passe en 3e et 22. Et donc forcément, 3e et 12, c'est mieux que 3e et 22. 3e et 22, tu n'as quasiment plus aucun jeu à appeler quand tu es coordinateur offensif. En gros, tu dis on va se rapprocher un peu, puis on va punter. Donc il y a ces choses-là, je pense que c'est très bien qu'il garde la balle, au moins on ne la perd pas. Mais c'est vrai que sur les prochains matchs, ça peut être de ne pas prendre trop de sacs, de ne pas reculer trop face à une pression défensive, notamment Ryan Fire. Après, on va affronter d'autres équipes où pareil, il y a du niveau. De peut-être perdre moins de yards pour pouvoir avoir des 2e et 3e tentatives un peu plus jouables, on va dire. Parce qu'une 3e et 19, forcément, il y a un moment, t'as beau être le meilleur QB, ça va être compliqué quand même face à une défense comme Ryan Fire. Donc, et puis c'est plus cet aspect-là. Vas-y, Maxime. J'en ai parlé avec Jean-Philippe Dingler à la fin de la rencontre, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Et il me disait que si tu revois l'action de l'interception, en fait, Jalen Anderson commence à faire une feinte, regarde de l'autre côté, et au moment de sa feinte, en fait, le défenseur, il n'est pas dans son champ de vision. Et c'est en fait, une fois qu'il lance la passe, que le défenseur revient faire son interception. Il joue très très bien le coup, le défenseur allemand pour l'histoire. Et franchement, je pense qu'il ne l'avait vraiment pas vu au moment où il a décidé de lancer la passe. Il pouvait pas voir en fait son vis-à-vis allemand. Mais bon, de toute façon, cette interception, elle a scellé le match, évidemment. Encore une fois, ça ne remet pas en cause le match en entier de Jalen. Alors, on a des questions dans le chat qu'on va prendre rapidement. Est-ce que pour vous, alors on va poser la question à Maxime, est-ce que pour toi, cette presta peut vous faire dire qu'on peut gagner ou qu'on va gagner contre le Surge dimanche? La presta de samedi. Pour reprendre un peu ce que je disais, je trouve qu'on a fait trop d'erreurs pendant ce match. Si on arrive à corriger ces erreurs qui sont dues très probablement à un premier match, puis en plus face à Ryan Fire, donc je comprends la petite pression qu'il pouvait y avoir. Si on corrige ces erreurs mentales, comme je disais, de faire une saisie à un moment où on a un gros jeu, faire une conduite anti-sportive, faire des choses comme ça, si on supprime ça, on a vu qu'on pouvait driver en attaque, on a les joueurs pour, en défense on arrive à tenir, donc pour moi, il n'y a aucun problème, on peut gagner si on arrête de se tirer une balle dans le pied. Moi, c'est ça. Très bien. Alors là, j'ai une question où je veux bien un peu tous votre avis. On a augmenté notre niveau. Alors, quand on dit nous, c'est les mousquetaires, même si ici, il n'y en a qu'un seul qui est sur le terrain. Je tiens à le préciser. Et Dieu merci. On est une famille, c'est pour ça. Oui, Dieu merci pour les mousquetaires de Paris, d'ailleurs, soit dit en passant. On a augmenté notre niveau. C'est le Rhein Fire qui est moins fort que l'an passé. J'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup moins agressifs que l'an passé du côté du Rhein Fire. Alors, il y a l'histoire de Jadrian Clark et de Glenn Tonga qui sont partis. Clairement, à la course, c'est plus la même limonade. On va en reparler après avec les statistiques, mais c'est clairement plus la même chose. C'est quoi ton avis à toi, Maxime? Est-ce que le Rhein Fire est plus fort et moins fort que l'an dernier, ou est-ce que c'est les mousquetaires qui sont plus forts? Ou un peu premièrement, comme je disais, donc ça va être un peu des deux, mais premièrement, c'est Rhein Fire est moins fort. Sur les matchs qu'on a fait les 2 dernières années, on s'est fait un peu découper à la passe. Et si on ne se faisait pas découper à la passe, Glenn Tonga nous découpait à la course. Donc en gros, là, on a réussi à plutôt bien en défense éviter les jeux qu'on appelle explosifs, qui font plus de 20 yards. Et donc du coup, ça c'est un premier aspect qui fait que l'attaque a plus de mal, adverse a plus de mal à avancer. Donc ça c'est le premier truc. Et que je trouve en attaque, comme je disais, Jalen Anderson qui peut délivrer un peu plus, garde la balle, donc pas d'interception, à part la dernière comme on disait. En fait, je pense qu'on a monté notre niveau général de par le coaching, de par le fait qu'on c'est la 3e année qu'on joue ensemble avec pas mal de joueurs, etc. Donc je pense qu'on a monté notre niveau et que Rhein Fire
parle surtout au niveau de l'attaque, parce que la défense, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont restés. La défense, ça reste toujours un gros morceau. Mais au niveau de l'attaque, je pense que c'est moins fort, clairement, que les années présentes. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais je pense que c'est moins fort. Donc, on prend 17 points, ça va. Peut-être qu'ils vont avoir un peu plus cette période qu'on a cru qu'elle allait arriver l'année dernière quand ils perdent contre Madrid et on se dit, ah la vache, putain, ils sont prenables là tout de suite en début de saison. Langage, on est sur Twitch. Et au final, de quoi? J'ai rien dit de méchant. C'est pas grave, vas-y. Un mot bien français. Et au final, ils ont recliqué rapidement. Et c'est vrai que là, moi, je pense, ouais, justement, sur l'entrée de match, là, ils ont quand même un gros trio de receveurs qui est Jordan Bois, qui était aux Vikings l'année dernière, Arlen Kofi, et là, leur américain, Rory Starkey, qui est vraiment un bon prospect, je pense. Et si ce trio, il clique, ça va marcher. Et après, ouais, bon, t'as perdu Glenn Toga, qui est quand même le MVP, 2 milliards, 30 touchdowns, une machine. Mais ils ont des armes un peu au sol. Mais c'est vrai que pour le coup, le match, franchement, nous, notre point de vue, que l'on se disait tous, mais c'est prenable. Hein, le match était prenable. On sait qu'en plus, là, le match retour, ça peut être compliqué parce que chez eux, l'ambiance est terrible. Hein, il y a des dizaines de milliers de fans. Et de Cressel avec. Hostile. Ah ouais, c'est brillant. Donc, on espère que voilà, c'est aussi justement des matchs comme ça qui te préparent à jouer très, très, très vite, très tôt, très, très à ton meilleur niveau, quoi. Mais même pour en avoir parlé avec les fans du Fire qui avaient fait le déplacement pendant la tailgate, il y avait du monde. Hein. Même pour eux, Paris allait gagner le match. Voilà. Donc, avec des interrogations. Ils savent les forces qu'ils ont. Mais... On a vraiment perdu, pas tout seul, mais en grande partie, on a fait des erreurs qui nous ont coûté la défaite. Vraiment, pour moi, on avait une meilleure équipe sur le papier. On a montré au niveau des statistiques du match qu'on avait de quoi faire mieux qu'eux. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on retrouve, que le côté finir et gagner les matchs. Parce qu'on a ce qu'il faut. Clairement, de toute façon, on l'avait dit lors de l'émission de la semaine dernière, Flav avec Flav et Julien. On a fait l'émission la semaine dernière. Ah oui, ouais, avec John. Avec John qui te promettait un barbecue. Ah oui, c'est le moment du barbecue, oui, je me rappelle. On avait dit, quand tu perds les 2 derniers MVP de la Ligue, tu ne peux pas être meilleur. Ça n'existe dans aucune ligue au monde. Tu perds les 2 derniers MVP, t'es moins bon. Ça, c'est factuel. Après, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Donc, le Rheinfire reste une très bonne équipe. C'est juste qu'ils sont moins bons que l'an dernier. Et on voit, après, c'est leur premier match, donc je ne vais pas leur tomber dessus. Jonathan Scott et Rory Starkey Jr. ne m'ont pas impressionné. Déjà, de toute façon, ils ne m'avaient pas impressionné sur le peu de highlights que j'ai pu voir d'eux. Et bien là, ils ont encore moins impressionné en vrai. Peut-être qu'ils s'adaptent aussi et qu'ils seront meilleurs par la suite. Mais clairement, cette équipe est moins forte et ce n'est pas l'ogre que c'était les 2 dernières saisons. Je rappelle que Wake et toutes les personnes de ce podcast sont responsables de leurs propos, hein, parce que si jamais je croise ces 2 messieurs sur le bord du terrain, moi je... Parle pas français. Oui, mais même je me défausse complètement de toute responsabilité, puisque comme je le disais encore à Kevin Mamba samedi, il y a un sentiment qui m'anime, c'est la peur, et je n'ai pas envie de me mettre à dos quelques joueurs, quel que ce soit de quelque équipe. Voilà. Donc moi je suis content avec tout le monde, tu vois. C'est comme je suis un bisounours, moi. Autre question, avec toutes les attentes que l'on a pour cette année par rapport à l'année dernière, est-ce que vous pensez que les ajustements pourront être faits, les automatismes pourront être trouvés dans un laps de temps très court et un calendrier si compliqué? Une belle question. Je peux commencer à répondre si vous voulez là-dessus. Vas-y. Pour justement voir un peu l'évolution là qui s'est passée depuis un mois et quelques, il y a de la connexion qui se crée entre Jalen Anderson et ses receveurs, et tous ses receveurs. Donc ça, c'est vraiment bon augure. Et après, en défense, je pense qu'on a montré qu'on était capable de bloquer une bonne attaque. Donc ça va aller que en s'améliorant. Pour moi, c'est les ajustements. C'est des ajustements de coaching et pas vraiment des ajustements de joueurs, dans le sens où on manque de niveau. Pour moi, c'est un ajustement de est-ce que là, j'arrive à faire que ce O-line-là, il va contrer le bon D-line, etc., pour après pouvoir derrière laisser un peu de temps à Jalen Anderson délivrer sa passe. Moi, ça va être plus ça. Donc, c'est des ajustements qui, avec le coaching staff qu'on a, va arriver. Là. Clairement, contre Stuttgart, on devrait déjà voir
l'évolution, je pense. On rappelle que pendant que tu parles du match de Stuttgart, c'est dimanche à 13h au stade Robert Bobbin de Bondoufle. On vous parlera un petit peu après de l'ambiance aussi qu'on a vue à Robert Bobbin samedi, parce qu'on a entendu tout et son contraire, et surtout beaucoup de négatifs sur le fait que les Mousquetaires aient joué à Robert Bobbin ces dernières semaines. On vous donnera un petit peu, puisqu'on y était tous, notre impression sur ce nouveau stade. Il y a PFA Twitch, tu m'as dit, c'est Sofiane, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, ouais, Sofiane. Ouais. Sofiane, alors on va l'appeler Sofiane. Sofiane qui nous dit, on a pu voir certains joueurs blessés au dernier match, est-ce qu'ils seront de retour au prochain match? Alors bon, comme on se connaît la communication des Paris Mousquetaires sur les blessures, je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse. Mais je ne sais pas. Qui était blessé d'ailleurs? Qui s'est blessé? Il y a Hugo qui est resté un peu seul pendant un moment. Il y a Amir qui l'anime, qui s'est blessé. Tu sais si Amir va bien, Maxime? A priori, après, c'est Amir, il va toujours bien. Donc, même quand il va pas bien, il va bien, Amir. C'est ça. Donc, c'est lui et le médecin, c'est entre eux. Il va bien, voilà. Mais lui, il va bien. Il va bien. Non, on l'a vu, ouais, c'est Asa qui est resté un peu longtemps au sol, mais tout de suite après, il courait en sideline. Il va bien. C'est Amir, il va bien. Voilà. Amir, il va, enfin, même s'il est blessé, il va jouer. Donc, le mental est plus fort. Voilà, il se fait les croisés, il va bien. Tout va bien. On a mine de rien, on a très peu parlé de cette défense de Paris, et pourtant c'est peut-être la grosse satisfaction de ce samedi, une performance défensive. On le savait, hein, que ça allait être une très grosse défense. On l'a dit la semaine dernière que c'était peut-être l'une des meilleures escouades défensives de la ligue. Ils l'ont prouvé. On va rappeler quelques stats parce que ça nous fait toujours plaisir de les rappeler. Chad Jeffries est limité à 130 yards à la passe. Le meilleur receveur, c'est notre ami Scott avec 31 yards. 31 yards. Vous ouvrez bien vos oreilles. Meilleur receveur, 31 yards. Et c'est sur une screen pass, hein, limite. Hein, donc, oui, en plus, oui, parce que c'est une réception. C'est une réception, 31 yards. Hein, voilà. Ensuite, on a Boua à 26 yards. On a Kofi qui est limité à 21 yards. Arlan Kofi à 21 yards. Ouvrez bien encore vos grandes oreilles. Et à la course, c'est guère mieux, hein, parce que si on enlève les 60 yards de Chad Jeffries, qui a été le meilleur coureur de son équipe, on se retrouve avec notre running back Kendos, qui est à 13 yards gagnés en 9 portées. 13 yards gagnés en 9 portées de ballon, ce qui nous fait à peine plus de 1 yard par portée. Enfin voilà, on peut retourner les stats dans tous les sens. La défense a été monstrueuse. Voilà. Ouais, en fait, la défense, elle a été monstrueuse, et la différence, encore une fois, j'en reviens à la différence dans ce match, c'est que tu as laissé Chad Jeffries peut-être s'échapper une ou deux fois. Et c'est ce qui a fait la différence dans le match. Il prend plusieurs first down énormes. Hein. Ouais, il en prend. En fait, c'est sur 2 drives que ça se passe. Ça se passe sur 2 drives, en fait. Hein. Le tout. Et malheureusement, c'est les. Après, tu peux pas contenir tout le temps un quarterback. C'est surtout un quarterback double menace comme Chad Jeffries. Il ne s'échappe. Alors, on l'a contenu, mais au bout d'un moment, il va quand même réussir à s'échapper. Surtout quand il a la ligne offensive qu'il a devant lui, il va trouver des espaces. Mais ouais, on a éteint les receveurs. Est-ce que, après aussi, ils ont aussi le temps d'adaptation, parce qu'on a parlé de temps d'adaptation. Pour nous, ça vaut exactement pour le Rhein Fire, qui ont perdu encore une fois 2 pièces maîtresses, qui changent le quarterback, donc il faut qu'ils aient aussi le temps de s'adapter. Mais en tout cas, notre défense, elle a pris le dessus, clairement, à la passe comme à la course. Et un gros boulot de la ligne défensive qui a... et notamment, j'ai été impressionné par la montre McDougall. Hein. En fait, on ne peut pas le rater. Même quand on est au fond du stade, au fond. Moi, à un moment, je suis allé dans les tribunes. Derrière, tu as un Vermel parce que. Non, oui, voilà, ouais, c'est ça. Non, attends, non. Je précise aux gens où tu étais. Non. On va pas me la faire celle-là, parce que pendant qu'il y en a qui sont en press box en train de vous rentrer le résumé du match pour que vous l'ayez dans les 2 minutes, il y en a d'autres qui sont partis manger des burgers. Vous voyez, et en fait, il n'était pas à l'autre bout du stade, il était en train de faire la queue pour le barbecue. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Ouais, mais bon, il y a 25 minutes de queue aussi, il faut le comprendre. Par chance, à Bobin, quand tu fais la queue, tu vois le match. C'est bien. Ça, c'est un très gros avantage de Bobin, c'est que j'étais en train de faire la queue, en train de prendre mon burger, et qu'est-ce que je vois, le numéro 94, encore une fois dans le backfield adverse, en train de stopper un running back. Donc il a été très bon, tout comme Souleymane Karamoko aussi, qui a été... Ouais, Karamoko fait un grand match. Hein.
Et Digan aussi, ils ont été partout, ils ont plaqué. Ouais. Oui, Digan, il a failli faire une interception au début du match. Oh, Et ça- même Maxime, hein. Attends, Maxime. bah, justement. Maxime aussi, il a failli en faire une. Désolé de te le rappeler. Justement, Aussi, Maxime qui a fait un bon match. Donc, justement, Ça met toute Maxime, la défense. Quoi. sur Tu cette croyais qu'on cover t'avait 1, oublié? Ouais, non, parce que je vais pas te laisser comme ça, Maxime. Mm. Maintenant, on va te mettre sur le grill. Sur cette cover 1, Maxime, parce que on voit que vous partez avec 2 safety, 2 high safety, et ensuite vous faites une petite rotation juste avant le snap, histoire d'essayer de faire chier le quarterback, d'embêter le quarterback. Et il lance un tracé sim sur une cover 1 man, pourquoi pas, hein, moi j'aimerais pas faire ce genre de choses, mais lui il aime bien visiblement faire ce genre de choses. Et le ballon, il est typé par le receveur à ta décharge, mais tu es à 2 doigts de l'interception. Parle-moi de cette action, s'il te plaît. En fait, c'est une couverture où on est censé avoir un linebacker qui va être au milieu du terrain, Ouais, et moi, dans le hall. dans le hall, et moi en safety qui va être derrière. Donc, cover 1, mais avec un court, un long. Et en fait, du coup, c'est le receveur de Kevin Keridos qui fait en fait un tracé où il monte, il passe derrière le linebacker, et ensuite, il attaque, on va dire, un peu à plat. Et donc, c'est un tracé qui est assez compliqué à lancer pour le quarterback, parce qu'il y a quand même une petite fenêtre qu'il faut attendre, et ensuite, il faut lancer. Et en fait, il lance, et ça se voit qu'ils ne sont pas encore totalement timés, elle est un peu longue. Le truc, c'est qu'à l'entraînement, j'ai eu la possibilité d'en intercepter plusieurs, donc je suis plutôt content de ça. Donc je me dis, c'est bon, elle arrive. Et sauf que le problème, c'est qu'en fait, la balle, et elle est très vite, et à l'entraînement, les receveurs mettent la main comme ça, et la balle passe au milieu. Alors que là, elle était trop longue, et en fait, il fait ça, et au dernier moment, il fait qu'une main, et il la type, il la touche. Et donc, en fait, la distance que j'avais fait que elle était plus bonne, et donc du coup, en fait, il la type, la balle va vite, et du coup, je suis en retard. Donc, j'ai essayé de rajuster mon angle en voyant qu'il enlevait sa main, qu'il allait mettre qu'une main, mais voilà, Trop tard. Trop tard. Donc, pas grand-chose, mais c'est... comme on dit, hein, on joue comme on s'entraîne. Moi, je me suis entraîné avec des fois des receveurs qui ça passait au milieu. Là, la balle, elle est passée, il a touché, elle est montée un peu plus haut. Alors, comme quoi, ça se joue sur des détails. Hein. Pour la petite histoire, c'est sur cette action que j'ai malencontreusement cassé la vis de la press box de Robert Bobin. Bah oui, parce qu'en fait, tu vois, j'étais en train de faire le résumé, voyant Maxime tout prêt d'intercepter, je me suis levé de mon siège et j'ai tapé avec ma jambe la table, et il y a des vis qui sont tombées. Donc, si vous êtes de la mairie de Bondoufle, nous nous excusons platement. Donc, tu es en train de dire, Flav, Flav, t'es en train de dire que c'est de la faute de Maxime, en fait. La vis cassée, c'est ma faute, ouais. Flav, la erreur de Bondoufle. Je suis en train de dire que si Maxime l'avait intercepté, c'est peut-être la table entière qui aurait volé. Merci de la manquer, c'est resté une vis, tu vois. Voilà. Là, on ira la semaine prochaine la remettre, il n'y a pas de souci. On ira faire un peu de bricolage. Tu iras tout seul la remettre, hein, pas mal. Non, parce que moi, la semaine prochaine, je ne suis pas là. C'est Charles, c'est notre grand boss qui va voilà. C'est la fête des mères, c'est dimanche prochain. Qu'est-ce que nous disions d'autre? Il y avait une question tout à l'heure. Tac. C'était sur quoi? Ah non, c'est sur Bobin. C'est sur l'expérience à Bobin. Donc, enfin, on va faire ça juste après. Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être de l'implication et de l'arrivée de Nicolas Candard? Oui, on peut parler de Nicolas Candard, qui a fait un très très bon match, d'ailleurs, Nicolas. C'est vrai qu'il a été très très en vue. Alors attends, j'ai ses stats, je dois voir ses stats dans 14 pour 42 et 22 yards à la réception. Voilà. Donc ça fait du 64 yards. Des très bons jeux. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Nico, du premier match de Nico? Impliqué, sérieux, après, il a rien lâché, quoi. Fidèle à ce qu'il a toujours fait, de toute façon. Et force est de constater qu'au bout d'un moment, ça passe. Hein. Comme il l'a dit en interview à Gaël, hein, tu vas prendre 1 yard, 2 yards, allez, tu vas tenter, et puis après, tu as le gros jeu qui va passer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la prochaine fois, il faut que ça aille. On a retrouvé un peu son style qui jouait au Surge, et même, à un moment, on était avec Wake, on l'a vu faire un bloc aussi, il est très impliqué, Candard. Et on sait que justement, avec le duo de Wumbo, là, ça a bien marché. Hein. Tiens, toi, justement, Maxime, c'est quoi l'importance pour toi d'avoir 2 running back de ce niveau, et sans compter aussi, bien évidemment, Sanka qui est revenu? Le truc qui est bien déjà, c'est que les deux se montent en niveau l'un l'autre, parce qu'il y en a un qui fait un très beau jeu, l'autre a envie de faire le même, voire mieux. Donc du coup, ça c'est le côté positif. Et les deux, donc Chris Wumbo a beaucoup appris, il me disait.
avec l'arrivée du nouveau coach Luc Del Rio, le fils de Jack Del Rio. Et du coup, ça se voit aussi dans son jeu. Et les deux sont très, très athlétiques. Et clairement, des fois, ils mettent des changements de direction. On a bien vu sur 2-3 courses où tu as 3 défenseurs en 2 changements, 3 défenseurs dans le vent. Et c'est vrai que c'est ça qu'on attend. C'est qu'à un moment, on sait que ça va exploser parce qu'ils ont cette aptitude à être patient, trouver le bon trou que la O-line va ouvrir. Et derrière, après, ils font payer les défenseurs. Et donc, du coup, c'est très, très bien. Vraiment, je suis très content du retour de Nico Kandar à la maison. Et du coup, c'est clairement que de bon augure pour la suite, clairement. En plus, ça pourrait servir la semaine prochaine, parce que il connaît un peu le Surge de Stuttgart, notre ami Nicolas Kandar. Ça lui fait un gros revenge game. Voilà. À mon avis, si vous faites de la fantaisie de l'ELF, vous pouvez aller cocher Nicolas Kandar pour la semaine prochaine, je pense. Par contre, si vous faites de la fantaisie ELF, c'est que je ne vous comprends pas. Comment vous faites une fantaisie quand il n'y a pas de stats correctes? Ouais. Mais alors, je te trouve ils ont changé de stats maintenant, non? Oui. Il n'y a pas un truc qui est passé comme quoi ils avaient changé d'organisme? Si. Oui, tout à fait, ça vient d'arriver. Ouais. Ouais. Peut-être que Mathis Dupont arrêtera d'avoir des punts, des field goals de 438 yards, ce qui lui sert ses stats, Mathis, mais quand même, c'est quand même tiens, assez... pareil, par Mathis Dupont, parlons de special team. Moi, j'ai trouvé justement que le Fire n'a peut-être pas des grosses stats offensives, mais ils ont des positions de départ avantageuses. Il y a quelques positions sur les milieu de terrain. 50. On a eu un peu du mal à bien punter, ou même il y a un kick-off, Mathis, il le met out of bounds, ça part sur les 40. Donc, special team, pareil, c'est un peu la phase qui est compliquée quand tu commences la saison. C'est quand même... en Europe, toutes ligues confondues, le truc où c'est quand même un peu en dessous, mais ça a son importance en ELF. Il y a des super returners. Et maintenant que tu joues le même kick-off qu'en NFL, c'est un peu aussi stylé de s'appliquer sur cette phase de jeu, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, le kick-off, du coup, a légèrement changé. Oui, ils étaient sur celui XFL, ils ont repris le yardage de celui que la NFL a adopté, je crois. C'est ça, donc on a reculé de 5 yards. C'est-à-dire que le kicker, lui, kick toujours des 35. Par contre, les deux lignes, avant, la ligne de kick-off, elle était au 35, la ligne de return, elle était au 30. On a décalé. Donc, du coup, maintenant, la ligne de kick-off, elle est au 40, et la ligne de return, elle est au 35. Donc, en fait, ça laisse plus d'espace au returner pour pouvoir lire ses blocs. Et donc, du coup, potentiellement, des retours plus explosifs aussi. Mais le contrepartie, c'est qu'il faut tenir ses blocs plus longtemps aussi. Donc, on va voir ce que ça vaut, mais c'est quand même un changement qui peut avoir son importance sur une unité spéciale. On n'a pas eu trop l'occasion d'avoir des grands retours d'Austin Mitchell samedi, puisque notre ami Sébastien Van Santen, tu me excuseras si c'est pas la bonne prononciation, que toi qui maîtrises la langue de Goethe comme personne, nous a gratifié de quelques coups de pied qui partaient directement en touchback. Van Santen, c'est l'un des plus grosses jambes de la ligue, avec Ryan Rimler, je crois, de Stuttgart. Van Santen, il avait pour consigne de kicker le plus loin possible. Et c'est ce qu'il a fait. Et la seule fois où il n'a pas kické assez loin, Austin a retourné le ballon sur les 40 yards. Donc, les Allemands sont bien au courant qu'il ne faut pas kicker le ballon au retourneur américain, sachant qu'en plus, on n'a pas encore utilisé 2 retourneurs, parce que je sais que quand on a Stéphane Fortes et Austin Mitchell, ça peut être très dangereux, ça peut faire très très peur. Alors, c'est le moment où je vais demander à Maxime de couper son micro, puisque nous allons parler de l'arbitrage. Je m'en vais, c'est bon. Non, reste avec nous. J'ai une question sur Robert Bobin encore, mais il y a Sofiane qui dit on peut parler de l'arbitrage qui a été mi-figue, mi-raisin. Franchement, les passes interférences et le retourneur qui est ceinturé lors d'un fair catch pas flagué. Alors, c'est vrai que pour moi, sur Austin Mitchell, il y avait pénalité. Sur le fair catch, là-dessus. Oui. Comme nous ne sommes pas le podcast officiel des mousquetaires. On peut de temps en temps accepter, on va dire, que celui qui chasse le returner, il arrive et puis il fait un petit câlin au returner en disant bien joué, bien. Enfin, on peut comprendre quand c'est vraiment après. Là, il a attrapé la balle, c'était direct et il y a eu un impact. Tampon. Oui, il y a un tampon. Du coup, ils peuvent pas laisser passer ça normalement, les arbitres. Et puis l'arbitre, il est à 10 cm en plus, littéralement. Il est juste à côté. Mais après, il y a une politique aussi un peu d'arbitrage qui est d'essayer de fluidifier le jeu en mettant le moins de fautes possible.
notamment au niveau des saisies, où on sait que, notamment pour la ligne offensive, ils essayent de faire le move. Ils signalent, c'est une stat qui sort un peu du chapeau, mais dans l'idée, c'est une saisie sur 4, voire 6, en gros. C'est-à-dire qu'une vraie saisie, ils vont la signaler. Si c'est vraiment clair, en bout de ligne, sur une course extérieure, ils sont obligés de la mettre, mais sinon, ils vont essayer de limiter le nombre de flags qui sont lancés. Donc, ça explique pas mal des fois les choses. On se dit, mais là, il n'a pas mis de flag. Mais si, en fait, ça ralentit pas le jeu, ils vont peut-être le mettre. Par contre, si ça fait, OK, il faut qu'on discute, là, ils vont peut-être pas mettre le flag en disant, il faut que ça fluidifie. Donc, à garder ça aussi en tête. Pour Paris, ils en sifflent. Concernant les deux interférences, t'en penses quoi? Les deux interférences, surtout la deuxième, j'ai envie de dire. Ouais, surtout la deuxième. La deuxième, en fait, pareil, j'ai pas la vidéo en tête, mais il me semble qu'en fait, il le tient et il tourne pour aller essayer de contrer la balle. À partir du moment où le défenseur agrippe, en général, c'est le défenseur, c'est pour ça que je dis ça, le défenseur agrippe et il y a une action de tirer et donc du coup de faire tourner l'attaquant. À ce moment-là, c'est pas une faute. De toute façon, au moment où il cut, c'est criant, quoi. C'est criant, et en plus, t'as le juge de ligne qui est pile devant. T'as le juge de champ arrière qui est juste à côté. Enfin, c'est à la limite qu'il y en ait un qui ne le voit pas, ou bon, c'est criant, mais soit. Mais là, ils sont deux quand même. C'est ça, et c'est ça, je trouve, c'est un peu inadmissible parce que pour le coup, c'est leur boulot. Et lui, il avait vraiment que ça à regarder, le juge de champ arrière. Il y avait vraiment que lui dans cet espace-là. En plus, c'est même pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur, donc c'est vraiment devant lui. C'est vraiment là où il doit regarder. Donc en fait, je sais pas ce qu'il regarde, parce que s'il avait vraiment regardé, il aurait dû mettre la faute. Donc je pense que les deux, peut-être concours de malchance, l'autre il regardait un truc plus court et l'autre un truc plus long, et en fait ils n'ont pas vu ce moment-là, et après ils voient les deux tomber au sol, tu fais c'est du contact dans le jeu, on va dire, et du coup tu mets pas le flag. Mais j'y crois pas trop, ça me fait J'ai une autre théorie, mais je ne la donnerai pas. Oui, mais celle-là, on ne peut pas la donner. On l'a tous, celle-là. Après, concernant l'action sur Austin Mitchell et le fair catch, il doit être plus vicelard que ça. Tombe. Il doit tomber. Oui, flop. On t'en voudra pas de faire une LeBron James. Flop. C'est pas grave. Pour rebondir Concernant les flags, moi j'avais une question. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le flag sur le... du coup, on fait faute sur le kicker du Fire. Est-ce que pour vous, il y a flag ou pas? Sur le punter? Sur le punter, pardon. Pour moi, ça reste limite parce que, entre guillemets, il perd la balle, il me semble. Oui. Après, il va pour punter. Donc, en soi, je pense que la brutalité, elle est difficile, quoi. Oui, en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où le joueur qui fait une action de punt tape la balle au pied et qu'un défenseur, quelqu'un qui essaie de contrer ne le touche pas la balle et touche ensuite, peu importe la partie du corps du punter, c'est une faute. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, ça, c'est la règle, et c'est que on l'a touché et on n'a pas touché la balle, tu es obligé d'appliquer une faute. Après, en fonction de la sévérité, c'est-à-dire que si tu le touches, ça peut être que 5 yards. Par contre, si tu l'éclates, c'est 15 yards premier. C'est la différence entre running into the kicker et roughing the kicker. Pour le coup, ça se voyait qu'il ne le targetait pas, quoi. Mais l'intention c'est pas ce qu'on recherche, c'est le résultat. C'est pas le problème. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est une bonne question de Rizlam, parce qu'on s'est fait la remarque avec tous ceux avec qui j'étais en press box, c'est-à-dire mon collègue Flo, puisqu'on était que deux. Pourquoi est-ce que le micro de l'arbitre n'était pas branché à la sono? Sono n'avait pas les pénalités, du coup. Heureusement, il y avait Peter, quoi. J'ai regardé tous les matchs, il y avait des problèmes dans tous les matchs. C'est assez... sur le Game Pass, là, ou même le geste que tu comprends, mais quand même, quoi. On n'a pas le son des refs, là, sur beaucoup de matchs. Donc... C'est quand même... Bon, j'espère que ça va se régler. Sur Dazen, il y avait le son, apparemment. Ouais. Au début, il n'y avait pas les commentaires. Un ou deux matchs où on a bien entendu les refs, mais dans la plupart des matchs, il y a eu des problèmes de micro avec les refs. Et pour rebondir à ce que dit Grislam, là, c'est vrai que sur le TD de Tekezam, le targeting, là, à la tête, est énorme. Hein. C'est Darius Nash, le safety américain du Fire, qui lui fonce dessus. Mais on le regarde. Moi, je l'ai mis au ralenti là dans le highlight parce que c'est incroyable. C'est vraiment tête casque contre casque. Hein. Et Tekezam le dit, il est sonné. Il a dit après match là au speaker.
qu'il était un peu mal à l'épaule, mais quand tu regardes, ça aurait pu être plus grave. Hein. Alors, juste avant, après on va libérer Maxime parce qu'on lui a dit 30 minutes, ça fait 1 heure qu'on parle. Mais bon, ça, c'est la première fois qu'il vient, mais il sait il le sait pas encore, mais c'est comme ça tout le temps. Je salue Thibaut qui est avec nous dans le chat et qui nous écoute du Canada de manière assidue, qui est un grand fan des Mousquetaires au Canada. Voilà. Donc, vous êtes suivis partout dans le monde chez nos amis des Mousquetaires et on est très heureux de l'avoir avec nous. Alors lui, il doit être dans sa journée de travail, il doit être 16 heures là-bas, mais ça ne l'empêche pas d'écouter tout ça depuis son lieu de travail, ce qui est quand même une bonne chose. Juste un petit mot sur l'ambiance à Bobin. Maxime, toi, t'en as pensé quoi de ce nouveau stade, de cette ambiance, de tout ça? Alors, je vais parler le positif pour les joueurs. Le terrain, l'herbe est vraiment incroyable. On l'a testé en fin de match, c'est vrai. Ouais, vraiment, je pense que je peux dire que c'est un des meilleurs terrains sur lesquels j'ai joué en herbe. Et c'était vraiment agréable. Les changements de direction sont précis comme sur un synthétique. Il n'y a pas la notion de je glisse parce qu'il y a de l'herbe mouillée ou de la terre. Donc ça, c'était vraiment bien. Le truc, c'est que par contre, les publics, il est un peu loin. Parce qu'avec la piste d'athlée qui est au milieu, c'est que du coup, même l'arrêt de compagnie, on l'entendait, hein, mais beaucoup moins qu'à Jambouin. Parce qu'il y a une piste d'athlée plus une deuxième piste d'athlée. En plus, c'est un stade ouvert. Donc, comparé à Jambouin qui est un peu plus fermé. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, après, moi, je suis souvent concentré sur le match, donc j'entends que par bribes. Mais je sentais c'était un peu moins fort, on va dire, que quand on était à Jambouin. Et puis après, bon, bah voilà, c'est loin. Ça, on savait, on nous avait dit Bauer. C'est vrai que ça a été un peu une douche froide quand on nous l'a dit sur le principe. Après, le terrain est très bien pour jouer, c'est ça le principal. Donc, je dirais que j'ai jamais été sur le stade de Bauer sur la pelouse. Je sais que celui-là est un des meilleurs terrains. Donc, pour jouer, je dirais qu'on est bien. D'accord, c'est déjà une bonne chose. Oui, oui. Maxime disait que c'était loin. Je m'inscris en faux. C'est plus près, Maxime, pour les Orléanais comme moi. On n'a pas le périph'. Hein, le 91, oui. Le 93, c'est non. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Moi, j'étais très content d'être à Robert Bobin, je te dis. Ouais. Et pour les Dunkerquois comme moi, c'est 6 heures en train et en RER. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour les Mousquetaires, on est prêt à le faire, il n'y a pas de souci. C'est que 6 fois dans la saison, 7, on espère, c'est un match de play-off. Donc voilà, on va faire ça sans souci. On va parler de notre expérience à Bobin, mais on va peut-être laisser Maxime tranquille parce que bon, il a quand même autre chose à faire de sa soirée. On te remercie grandement, Maxime, d'être venu avec nous. Et puis du coup, on se retrouve à Robert Bobin très rapidement. Bah oui, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était vraiment très sympa, une très bonne ambiance comme à Bobin. Voilà. Pour moi, c'est le côté positif, c'était vraiment sympa. Et du coup, c'est 13h dimanche. Dimanche, c'est ça, 13h dimanche. Ça. Et on sera je sais pas qui est là, Way qui va, moi pour plus de playoffs, c'est Charles qui va, mais tu vas voir, il est tout aussi sympathique. Il y a Jules, tu vas toi, à Bobin? Je ne pense pas, non. Non, et Steven, il est là tout le temps, il y a un tambour. La question se pose pas. Un tambour. Encore merci à l'arrêt de compagnie, vraiment, vous faites un travail de fou. Hein. C'est-à-dire que heureusement que vous êtes là, au moins on entend, quoi. Parce que sinon. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Fanbase de LF. Ouais, donc continuez, et puis on se voit dimanche, du coup, et ça bon, live. Et tu passes le bonjour à tous les copains des Mousquetaires à l'entraînement Et tant que je tiens Maxime encore 2 petites secondes, surtout à la fin du match, n'hésitez pas à venir nous voir. Ouais. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a, ils ont peut-être pas forcément la tête à ça. Mais ça fait du bien, même en cas de défaite, de se ressourcer. Alors, t'en parles, tu parles de l'après-match, juste, je vais en parler des off, de ce que nous, on a vécu côté média, et j'en ai parlé avec Wake des samedis soirs. On a vraiment, tous les joueurs ont été extrêmement disponible avec les médias, extrêmement sympathique. Il y en a pas un, et on aurait pu le comprendre après une défaite, après une déception, qui nous disent non, là j'ai pas la tête à ça, ça peut arriver. Vraiment, tous, je vous dis, on a eu au moins 5, 6, 7 avec Gaël, avec Wake, 7 ou 8 interviews, et tout le monde, tous ceux à qui je suis allé voir Mathis, je lui ai dit tu veux bien dire un mot? Oui, pas de souci. Même s'ils étaient avec leur famille et tout, vraiment tous très très sympathiques. Donc c'est ça aussi, mine de rien, les Mousquetaires de Paris, c'est aussi une belle
famille et des gens qui restent accessibles malgré leur statut de joueur de haut niveau. Donc voilà, un grand bravo à toute l'organisation une nouvelle fois. Ouais, on va essayer de vous faire kiffer dimanche prochain. Oui, avec une victoire. On y croit. J'ai vu le Surge jouer. On les a easy. Ils sont prenables. On va les tordre. Comme... Merci, calme-toi, oui, parce qu'on a dit ça du Surge il y a 2 ans. Tu te souviens ce qui s'est passé? Ouais, mais j'étais pas là il y a 2 ans. En tout cas, merci Maxime, et puis on se retrouve très vite. Et nous, on continue ensemble à parler de toute cette expérience à Robert Bobin, notamment. Alors, c'était quoi, toi, Loïc? Au revoir. Salut Maxime. C'était quoi ton moment fort de ce samedi, toi, Bobin, le barbecue? Parce qu'il y en a qui te demandent, hein, c'était comment le barbecue? Je n'ai pas eu droit au barbecue, malheureusement. Mais j'ai quand même eu droit au burger proposé par Melt. J'ai pris le pulled pork. Il était excellent, mais genre excellent. Et l'accompagnement, parce qu'on aurait pu te proposer une frite surgelée à côté. Non, la salade de pommes de terre en plus. Elle avait l'air bonne. Cartoffel salade. Yeah, bol. La cartoffel. Non, blague à part, la cartoffel salade était très très bonne aussi. Donc, très bien, Melt. Cependant, prochaine fois, je veux mes ribs. Voilà. Alors, John McKeon a promis de venir te voir avec un plateau ribs dans la zone de presse, de te l'amener directement. Enfin, il me l'a promis à moi aussi, hein, soit dit en passant. C'est bon, toi, c'est bon. Comme je serai pas là, si ça se trouve, il va l'emmener à Charles. C'est ça. Bon, bref, c'est comme ça. Mais par contre, si vous voulez aller chez Melt, préparez-vous à faire un peu de queue, hein, parce que il y a quand même de l'attente. Ça serait bien que Melt soit à la tailgate, en fait, c'est ça le truc. Alors, à ce qui paraît, pas à la tailgate. Il va peut-être y avoir une deuxième buvette d'ouverte, de ce qu'on m'a dit. Ouais, il faudrait. Ça serait pas mal. Hein. Ouais, ça pourrait être possible. Mais nous, on a dit à John, il faut ouvrir deux buvettes. John, on est en France. Nous, quand on a visité le stade Robert Bobin pour faire les repérages pour l'arrêt de compagnie, et que Sébastien, d'ailleurs, que je remercie parce que franchement, il fait un gros boulot. Quand il nous a montré du coup où on allait être, parce qu'on a choisi, et où était la buvette, on l'a regardé, on l'a dit bon, la bière elle est là, et il me dit ouais, vu la distance, et on a fait c'est loin. C'est loin. Et on lui a dit on n'aura qu'une seule, il dit oui. On savait que ça allait bloquer de toute façon. Ah bah oui, là, clairement. Alors l'avantage, encore une fois, on le répète pour ceux qui ne sont pas allés à Bobin et vraiment aller faire l'expérience. Il y a quand même un avantage, c'est que même quand t'attends, tu peux voir le match. T'es pas dans des coursives en dessous où t'as pas d'écran, où du coup tu te retrouves à rater la moitié du match. Là, même en attendant, comme si en fait Bobin ressemble un peu à un amphithéâtre à la romaine. Voilà, t'es derrière la end zone, donc t'es pas mal. Quoi. T'es derrière la end zone, tu vois le match. Il y a pas de souci là-dessus. Tu peux attendre en regardant le match. Mais c'est vrai que tu restes une demi-heure debout. Pendant un moment, il y avait au moins 200 personnes à la buvette qui faisaient la queue facilement. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant. Alors Thibaut qui nous dit Wake met autant d'implications à parler du burger que du roster. Non, il met plus d'implications pour le burger. Hein. C'est indéniable. De toute façon, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas après, nouveau. Si je peux me permettre, excusez-moi les gars, ce que j'ai trouvé moyen, c'est à la mi-temps. Alors moi, je m'étais décalé vers la tribune près de Melt parce que je suis quelqu'un d'intelligent avant la mi-temps pour aller me servir. Et par contre, beaucoup de gens se sont plaints de ne pas pouvoir sortir parce qu'on leur disait que toute sortie était définitive. Ensuite, au bout de 10 minutes, ça s'est un petit peu calmé. On a dit OK, on fait sortir les gens, on accepte les sorties. Mais on a scanné les sorties. Je dis bien les sorties, pas les entrées, mais les sorties. J'essaie de comprendre encore pourquoi on scanne des sorties de stade. Et donc, voilà, il y a peut-être, après c'est le premier match à Bobin et c'est des questions d'organisation, tout doit se mettre en place. Mais c'était ça un petit peu le bémol et les retours négatifs que j'ai pu avoir sur place. Du coup, ils auraient pu scanner à la grille d'entrée au-delà du tailgate, tu vois. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Au niveau du parking, parce que là... Ça serait plus intelligent de faire ça, quoi.
Scanner à l'entrée des portes du stade, c'est un peu dommage, quoi. Parce que tu as toute la partie tailgate qui est du coup exclue du billet, quoi. Ouais. C'est un peu. Et Alors, par d'ailleurs, contre, c'est quand même un gros point positif aussi, la partie tailgate. c'est ce que j'allais dire. Il y a Ouais, par voilà. contre maintenant une vraie partie tailgate. Il y avait un château gonflable, il y avait des petits jeux, il y avait des food trucks, il y avait tout ça. Franchement, on peut passer Il y a un des petit chaises même. petit dimanche Des après-midi. tables, d'ailleurs, des on a food une, trucks. qui La va fan partir à la maison. expérience, il n'y a pas photo, c'est un step-up. Il y a encore possibilité de faire mieux. Ouais, Voilà. là, Oui. c'était que la week 1. Je pense que déjà la semaine prochaine, le tailgate sera même d'un autre niveau encore. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vivre l'expérience à Et Boba. le parking est. Alors, tiens, le parking est gratuit et littéralement à 2 pas des tribunes. Quoi. Après, ouais. Ah oui, ah oui. C'est Ouais, très c'est collé. accessible. C'est super C'est très, accessible. très accessible. Voilà, c'est. On parle quand même un petit peu, tant qu'on parle de Bobin, on va peut-être parler rapidement du match de la semaine prochaine quand même, Oui. contre Stuttgart. Juste avant, tiens, donnez-moi votre MVP du match de samedi, MVP parisien. Contre le Renfire, meilleur joueur de Paris. J'ai envie de dire personnellement, j'ai envie de dire McDougall, j'ai envie de dire Karamoko. C'est... Oui, bah t'en dis un, par contre. Alors, Souleymane McDougall. Ou la Monte Karamoko. Ou la Monte Karamoko. Heureusement qu'on n'a pas demandé à Maxime Roger parce qu'il nous aurait fait la réponse, vous savez, préférée de l'an dernier, à savoir l'arrêt de compagnie, évidemment. Voilà, donc, on se serait tapé une 22e. On l'accepte plus, celle-là, c'est bon. Voilà, on nous l'a trop faite. Jules, pour toi Hugo Tekedam. Tekedam et Steven. C'était j'en ai parlé tout à l'heure et c'est même moi qui ai soufflé l'idée, Nicolas Candard, mais je suis tout à fait d'accord avec Julien que si j'avais dû en donner un autre, pardon, ça aurait été Hugo Tekedam. Hugo qui a fait un très Toi, c'est qui pour toi, Flav? Alors c'est Hugo McDougall Karamoko Tekedam. Il y a 2 fois Hugo de Tekedam dedans, il y a le prénom et le nom, attention. Non, mais moi je mets Hugo Tekedam parce que dans un match difficile contre une défense aussi bonne que celle du Renfire, notamment une défense aérienne qui est excellente, je trouve qu'Hugo a quand même fait un très très gros match. Puis petit bonus pour Mathis quand même qui met des beaux field goals avec un peu de vent en plus. Alors j'aimerais dire quand même que je ne suis pas forcément d'accord avec le MVP de notre chère Red Company. Et pourtant, on les aime beaucoup, la Red Company. Parce que oui, alors Nicolas Candard fait un match correct, mais il ne fait pas non plus un excellent match. C'est que quand tu regardes 14 courses pour 42 yards, ça fait à peine 3 yards par course. Et 22 yards à la réception, ok. Mais ça reste par rapport, tu vois, à un Hugo Tekedam qui... 6 réceptions, 111 yards, un touchdown. Voilà, par rapport à un joueur de défense où la défense elle a été excellente, tu peux sortir un D-line. Je pense qu'il y avait un autre choix à faire. Mais bon, c'est pas grave. Alors, pour tout te dire, on en a parlé en interne, et on s'est dit, on assume, on a peut-être été un peu vite en besogne. Maintenant, moi tout à l'heure je l'ai revu le match sur DAZN, parce que DAZN ne fait pas de résumé, donc si tu veux revoir le match, il faut te taper les 3 heures de match. En revoyant le match, moi, mon impression, je reste persuadé que Hugo Tech, c'était un bon choix aussi, il n'y a pas de souci. Mais Nicolas Candard, ça reste pas déconnant. Par l'implication, et puis, en fait, je pense que Wake, tu ne peux pas comprendre. Parce que nous, à la Red Company, on a envie de motiver les gens, tu vois, de pousser vraiment, tu vois. Et Nicolas, il a énormément donné, et voilà, on veut le récompenser pour ça. Après, à titre de comparaison... Ce qu'il n'a pas dit, c'est que Nico leur a payé en fait une caisse de bière à la sortie du stade. Et c'est de là que vient le truc. En plus, pour Nicolas Candard, il joue quasiment à domicile. Hein. Je crois c'est un mec qui a joué à Évry, ou en tout cas son petit frère joue au Corsaire d'Évry. Donc il est quasiment à domicile. Mais tu vois, si on doit comparer les 2 running backs, limite, Chris Vumbo a fait un meilleur match. La semaine prochaine, la semaine prochaine, il faudrait penser à faire un MVP offensif et un défensif comme ça. Ouais, surtout, je pense qu'il y aura un défensif parce qu'il va falloir bloquer le jeu au sol du Serge. Comme ça, vous serez. Là, tu vois, dans le match, pareil, Mamadouci, heureusement qu'on l'a gardé, joueur d'expérience. Et il y a un moment, sur une 3e et 1, il chope Jeffries, il le mange.
Ah oui, il le dévore. Il s'est fait manger par l'animal, notre pauvre. J'adore les commentaires anglais, ils font Mamadou Saï. Mamadou Sak. Alors, le Surge de Stuttgart qui nous attend la semaine prochaine, une victoire pour eux 33-20 face au Galaxy de Francfort. Hein. Encore une belle cote à prendre, hein, mon Wake. Chez 2,9 chez Unibet, c'était incroyable. C'était gratuit. C'est du free bet. Donc ce Surge de Stuttgart qui menait même encore plus largement, je crois qu'ils menaient 30-6 à un moment. Oui, ils ont lâché en fin de match. Voilà, ils ont lâché dans les dernières minutes, dont la dernière seconde. Est-ce que c'est déjà le match, je vais pas dire le match de la dernière chance, mais le match à ne surtout pas perdre, parce qu'à 0-2, avec un adversaire de division à 2-0 et le calendrier du Surge, est-ce que s'il y a défaite dimanche, on va dire que le Paris aura largement hypothéqué ses chances de qualification? Non, c'est surtout que 2 semaines après, tu rejoues le Fire quand même. Il a dit ah non, Wake. Il a dit ah non. À 0-2 et le Surge à 2-0, toi, tu restes confiant. Après, la saison, il y a combien de matchs? 12. 12. Et tu les joues 2 fois, les Surge? Oui, tu les joueras plus qu'une fois, du coup. D'accord, donc c'est pas fini. Enfin, c'est pas. Donc en fait, on perd dimanche prochain, on arrête, on rentre chez nous. Non, mais bon. Il est énervé là, ça y est. Non, mais les gars, je te pose, Monsieur Wake, du calme. Attends, mort, je te pose la question. C'est pour que tu répondes. Tu vois. Je t'ai répondu, mais t'as pas aimé ma réponse. Tu m'as dit, ouais, mais du coup. Non. 2-0 ou 0-2, on est un match, c'est 90 minutes. Une saison, c'est 12 matchs. Donc, tant qu'il y a des matchs, il y a des victoires à aller chercher. Un match, c'est 60 minutes. Ouais, c'est 60 minutes. Ouais. Il est encore que pour le Sporting, c'est pour ça. C'est pas l'expression. L'expression, c'est un match, c'est 90 minutes. D'accord? Tu vas pas commencer à me corriger. D'accord? Tu te calmes, Flav. Donne-moi ton carnet. C'est un prof qui parle, ça y est, on le reconnaît. Et le côté prof qui ressort. Ouais, il va dire des mots en allemand, là, bientôt. Alors, je vais te mettre une heure de colle, Flav, si tu continues. Donc, admettons qu'on soit à 0-2 et le Surge à 2-0. Explique-moi où est-ce que tu vas trouver les 2 défaites du Surge dans la saison? Déjà, une contre Paris, parce que je pense pas qu'ils vont nous battre 2 fois. Et ils jouent aussi contre les Ravens de Munich. Et je sais pas si tu as vu, mais les Ravens de Munich, c'est une équipe sérieuse aussi. Ouais. Tu les vois perdre contre les Ravens de Munich? Tu vois le Surge en dessous de Munich, toi. Le Surge a déjà perdu contre Munich l'an dernier. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Alors, critique pas les fans des passes, et nous, du coup, Paris, tu les vois gagner à Düsseldorf 2 fois contre les Vikings? Non. Voilà. Mais je t'ai pas dit qu'on allait gagner la division. Je t'ai dit qu'on peut quand même finir meilleur deuxième. Dans les meilleurs deuxièmes, tu regardes chaque div. Écoute, chaque div est relevé à côté aussi. Ça veut dire que le Rainfire ou le Nordic Storm doit en perdre 3 pour qu'on soit pas derrière l'un de ces deux-là. Mais après. Pareil pour Madrid. Pareil pour Madrid. Tu me parles moi, je te dis, tu m'as dit est-ce que la saison est finie? Je t'ai dit non. Et puis je te parle pas des Hamburg Sea Devils, hein, qui sont les favoris au titre de Wake. Et tiens, mais regarde encore une belle bêtise, ça. J'ai pas dit qu'ils étaient favoris. Tu vois, tu détournes mes propos. J'ai dit qu'ils faisaient partie des équipes qui pourraient éventuellement gagner le titre. Et en plus, regarde la performance qu'ils ont fait contre Madrid ce week-end. Madrid gagne à la dernière seconde. Hein. Oui. Ouais, c'était un match contre Madrid. Et là, tu sens le petit ajustement qu'ils ont dû faire de la dernière minute avec le départ du coach et tout. Donc, il y a des problèmes un peu. Tu perds d'un point alors que ton head coach est parti 3 jours avant le match. Ouais, très bien. Et puis, Flav, t'inquiète pas, l'année dernière, il avait quand même dit que Francfort était aussi favori. Ça s'est très bien passé pour Francfort. Alors, j'étais pas le seul. Là, on a les spécialistes du prono, quoi, donc ça va. Voilà, j'étais pas le seul. Même le Surge, ça va être solide. Hein. Les mecs, ils vont potentiellement jouer une finale chez eux s'ils y arrivent. Donc là, ils sont chauds. Hein. On fait comment pour les battre? Là, pour avoir vu le match, il faut bloquer leur in-game parce que Tomiwa Oyiwo, il fait 120 yards. La rotation, justement, jeu au sol. Et moi, c'est ça qui me rend plutôt confiance. C'est que je me dis. Et à mon avis, si tu bloques le jeu au sol, après, tu as plutôt que le jeu aérien. Et bon, c'est aussi là où ils sont forts. Hein. Si bloquer, tu vois, je veux dire, là, le Surge, offensivement, c'était quand même pas vilain ce qu'ils ont fait contre Francfort. Mais je me dis qu'avec la défense qu'on a, on est capable de les maintenir à moins de 30 points, à aller, on va dire, entre 20 et 30. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tous les jours,
T'as l'impression qu'ils ont. T'as l'impression que le Stars, ils ont joué les Philadelphia Eagles le week-end dernier. Les Stars, ils ont joué le Frankfurt Galaxy. Ils ont joué les Saints. Ils ont, ouais, clairement. Tu vois, et même, je trouve que c'est une insulte au Galaxy, mais de les comparer aux Saints. Mais du coup, et avec des ballons gonflés en plus. Oh, voilà, non, bah, ils ont fait un match d'entrée de saison correct, mais c'est vrai qu'ils sont prenables. C'est pas. Non, en fait, encore terrifiant. Et ils n'ont pas ce côté Rainfire imbattable encore. Hein. Faut pas les voir non plus. Ils sont bons, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Bien. On n'est pas en train de dire qu'ils sont mauvais, mais c'était Francfort en face. Francfort, c'est pas des foudres de guerre. Le jeu, Francfort était incapable de stopper le jeu de course. Tu avais l'impression qu'ils avaient Barry Sanders, en fait. Ils avaient 3 Barry Sanders, parce qu'en plus, le Surf tourne à 3 running backs. C'est vrai que les 3, c'était Barry Sanders, Jim Brown et Beast Mode. Non, je suis désolé. Ils ont un bon quarterback, de bons running backs, mais pas de running backs non plus qui te font waouh, ils sont trop forts. Par contre, attention, là où j'ai un peu plus d'inquiétude, c'est leur receveur Jeff Cotton Jr., qui lui semble très fort. Il est meilleur que les receveurs qu'on a vus le dernier. Lui, le farcière, ça va être Coton. Hein. Cotton, je crois qu'il a fait un training camp en UFL, enfin je vérifie. Mais ouais, il est bon. Voilà. Alors, donc... T'as attendu 1h15 pour sortir une vanne nullissime, quoi. Et t'as vu, il y a 2 de mes collègues qui n'en ont même pas réagi. Tu vois, non, j'avoue que j'ai... Allez, en fait, maintenant, limite, ça passe... tu vois, ça passe sous le radar. J'aurais dû en faire une avec Maxime pour voir s'il rigolait, ne serait-ce que par gentillesse ou pas, tu vois. C'est un garçon gentil, je suis sûr qu'il aurait rigolé. Je suis sûr, tu vois, lui, c'est un mec bien, c'est pas comme Wake. Tiens, on va faire un petit tour rapide de l'ELF. On va pas faire tous les résultats. Hein. Juste s'il y a une équipe qui vous a particulièrement impressionné, le Storm quand même contre les Mercenaries. Hein. Bah c'est fort. Moi j'ai regardé le match. Je voulais voir ce que donnait cette nouvelle équipe. Bah c'est simple. Hein, c'est vraiment Rainfire Beast. Il y a beaucoup d'armes. Il y a des armes partout pour cette équipe. Alors Tunga se blesse à la fin de la première mi-temps, il ne rejoue pas dans la deuxième mi-temps. Ouais, bah c'est pas grave parce que non, pour l'instant il n'y a pas d'update médical qui est sorti. Après il est sorti en boitant lui-même, mais pour l'instant aucune info supplémentaire, donc à voir s'il va rejouer. Et t'en auras pas parce qu'en ELF c'est très compliqué d'avoir des updates. C'est à la dernière minute qu'on sait si un gars va rejouer dans le match. Ce qui est intéressant, Julien, dans ce que tu dis, c'est que Tunga sort à la mi-temps, mais à la mi-temps il n'y a pas de blowout encore. Non, je sais plus c'est quoi. Je vais te donner le score. Le vrai blowout, il est en deuxième mi-temps, quoi. Ils se prennent. Il y a 25. Il y a quand même 25 points au deuxième quart-temps et 25 au quatrième. Il y a 25 à 6 à la mi-temps. Donc c'est pas 25 à 6, c'est pas non plus. C'est 3 TD, ok, mais c'est pas non plus un truc de malade. Là, ils finissent à 50. Et pareil, c'est combien ils mettent 4 ou 5, je crois, sur Isaiah Weed. Et pareil, la O-line, des problèmes un peu de O-line du côté des Mercenaries. Toi, tu as le receveur là, NFL Kill Call. Début de match, tu vois qu'il y a quelques connexions, mais après, il n'y a plus de connexion. Milan Spieler, pareil, c'est un peu en deuxième mi-temps qui fait des trucs bien. Et Mercenaries, c'est une équipe qui est intéressante. Mais bon, bah là, tu joues tout de suite une équipe Storm. C'est incroyable. Le roster, c'est que des vétérans de l'ELF. C'est pas parce que c'est une nouvelle franchise qu'elle est inexpérimentée. Et au contraire. Tu m'as dit combien de sacs pour Isaiah Weed ? 4. Il fait ça 4 fois. Il a pu aller fumer de l'herbe. Hein, du coup. Alors, autre chose. Pour sa réhab, oui. Voilà. Wake, il a perdu pied. Faudrait vite terminer là. Alors, tout à l'heure, on nous posait la question du nombre de personnes qu'il y avait à Bondoufle. Officiellement parlant, c'est 3000 personnes. Voilà. Moi j'étais agréablement surpris quand même. Moi, c'est le chiffre que Sofiane aime bien mes blagues. J'ai vu que le compte de l'Essonne a parlé du stade et ils disent 3000. 3000, John McCann m'a dit 3100 billets vendus. Ouais, moi, en vrai, ça m'étonnerait pas. Hein. Non, c'était plutôt pas mal. C'est vrai que ça fait bien charger les 2 tribunes côté Paris, tu vois. Mais c'est bon. Après, il y a 500 de Rainfire. Déjà. Ouais, il y avait du Rainfire quand même pas mal. Et si c'est bon. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que les gens, pareil, ils disaient, mais ça va être vide, Bobin, les gens vont pas venir. Mais non, les gens se sont déplacés. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient un peu au courant au dernier moment et ils ont quand même fait l'effort de venir, tu vois. Et là, comme on dit, le prochain match, c'est le week-end fête des mères
On va voir comment ça se joue. Mais si justement tu construis une bonne fan expérience pour tout le restant de la saison, ça peut attirer, ça va se passer le mot. Il va faire beau. Franchement, c'est un stade, il fait beau. C'est super de passer une journée là-bas. Je pense que tu peux faire. C'est plus. C'est peut-être aussi le combo plus faites des mères. Restez chez vous. non, venez. Un match de football américain, c'est encore mieux sous la pluie. Venez. Donc, non, mais alors, 4000. Concrètement, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont regardé à la télé. À la télé, on n'a pas du tout cette impression que le stade, il y a 3000 personnes. Je vous le dis, j'ai regardé. Non, ça fait un peu. C'est ce que dit Nico. Non, ça fait. Moi, j'irais 2000. Dans le chat, ils disent le problème, c'est que même avec 3000, t'as l'impression du vide en fait dans le stade. Parce que ça reste un stade de, je sais plus, 18 20, quelque chose comme ça. Ouais, 18 et 20. Entre 18 et 20. Donc, mais s'il y avait déjà 2000 personnes, c'est bien. L'ambiance pour les fans était bien. Là, franchement. Là, tu le vois sur la diffusion. Oui, on voit les tribunes un peu basses, donc tu vois pas tout le monde en haut. Ça fait un peu cache-misère. Non, il y avait. Franchement, qu'on me dise qu'il y a 3000 personnes, je suis pas du tout choqué par le truc, parce que pour avoir été présent, les deux tribunes étaient bien pleines. Ah oui. Ah, c'était bien garni. Il y a Benoît qui dit ramenons nos mères à Bobin, c'est une bonne idée. Ouais. Ils devraient faire ça, les mousquetaires. Le billet offert pour ta maman. Si les mousquetaires écoutent ça, préparer un petit event fête des mères tailgate plus match, il y a un truc à jouer. Là. Ouais. Non, mais concrètement, après, faudra que. Ça sert à rien d'en parler puisque le mal est fait. Mais à la base, le match était prévu le 24. Alors, je sais qu'il y a peut-être un conflit de calendrier. Alors, je suppose que le LF s'en fiche royalement, mais il y a un petit conflit de calendrier entre le LF et la D1 parce que c'est des playoffs de D1 démarrent samedi prochain. Mais ça, tout le monde. Le LF, je suppose qu'il s'en fiche. Ah oui, il s'en fiche. Royalement. Mais pourquoi, sachant que la fête des mères en Allemagne et dans beaucoup de pays du monde, c'était il y a 2 semaines, oui. Le LF n'a pas eu conscience de se dire qu'ok, on va faire jouer les Paris Musketeers le dimanche. Ils ont peut-être demandé à personne des mousquetaires pour leur dire ce dimanche-là, ça vous va? Parce que c'est la fête des mères en France, en fait, tu vois. Tu penses vraiment que le LF, sur leur calendrier, ils ont marqué que c'était la fête des mères? Alors, que le LF ne se dise pas ça, c'est une chose, c'est normal. Ils ne sont pas français. Ils n'ont pas à savoir qu'elle est la fête des mères en France. Mais moi, je suis un peu choqué que les mousquetaires aient dit oh, pause les gars. Non, on peut pas jouer le jour de la fête des mères. Si ça se trouve, ils ont dit ça et le LF leur a dit oh, on est allemand, on fait ce qu'on veut. Non, non. J'espère quand même qu'on n'en est pas à ce niveau d'idiotie. Parce que le LF n'a aucun intérêt. Non, mais le LF n'a aucun intérêt qu'il n'y ait personne au stade. Non mais d'accord, mais moi à mon avis, en fait ça se passe, ça bascule de l'autre côté. Est-ce que c'est pas plutôt le Surge qui a joué, c'est eux qui ont joué le plus tard dans cette semaine, qui ont dit on veut pas rejouer le samedi en allant à l'extérieur, tu vois. Ah il y a peut-être ça, oui, parce qu'ils ont joué dimanche à 16h30, tu vois. Ah, mais ils avaient qu'à jouer. Non mais je suis d'accord avec toi. Easy fix encore. Tu fais jouer le Surge le samedi, c'est pas compliqué. Oui, dans ce cas, il fallait changer l'autre match du Surge. Mais après, c'est pas comme si tu jouais tous les 3 jours non plus, quoi. Il y a une semaine d'écart. C'est ça, clairement, il y a une semaine d'écart. En plus, Stuttgart, c'est pas si loin que ça de Paris. Donc là, ça serait des mythos. Ça serait des mythos de ouf. Après, je veux bien comprendre qu'il y a des contraintes de diffuseurs, que le Surge, Francfort, c'est quand même un match qui a, entre guillemets, qui peut attirer de l'audience. Et donc, ProSieben préfère le diffuser dimanche que le samedi. Mais ayons du bon sens. Là, en France, le jour de la fête des mères, par contre, là, pour le coup, je suis vraiment inquiet pour dimanche. Ouais, tu iras et puis tu t'as qu'à emmener toutes les mamans que tu connais. Voilà. Tu emmènes plein de mamans. On peut faire un event fête des mères. Donc, du coup, je me balade, j'attrape des mamans et on va... Oui. C'est ton habitude, on connaît tes mœurs. C'est sur ça qu'on va finir, c'est incroyable. On parle des autres résultats. Si tu veux, si ça te fait plaisir, nous on parle des mamans de Loïc. On n'a pas avoir parlé du Storm, on a parlé de on peut parler du Thunder quand même. Non, en tout cas, non. Alors par contre, je veux pas parler de on va parler des Centurions surtout. Hein. Non, mais parce que oui, en fait, c'est les Centurions, et puis de toute façon, c'était normal que ça allait arriver, ça. Ils ont pris un QB de Détroit. C'est le seul QB qui est pas américain qui a joué. La question est toujours la même. Ils sont tous de GFL2. Non, ils sont pas une équipe qui... Oui, mais la défense est de Détroit. Mais la défense du Surge, enfin la défense des Centurions, il n'y a aucun joueur au Centurion quasiment qui a le niveau LF. Ah ouais, non.
Non, c'est une défense de GFL ou GFL2. Donc, 63 à 14. Hein. Je te rappelle d'où vient ton QB, hein, il vient de GFL. Le QB des oui, Centurions? non mais Non, notre QB, il vient de GFL. Ah non, mais c'est pas le même niveau. Mais il est américain, genre, tu vois. Le QB qui vient de GFL, il est allemand, là. Non, mais oui, au final, ils ont fait jouer l'allemand. L'américain, là, il a joué quelques snaps, mais après, ça a été le backup, enfin, le QB1 allemand, disons, parce que l'américain va peut-être pas au final jouer. Donc, c'est l'allemand qui a joué. Quoi. On va parler clairement. Il y aura un match le 26 juillet à Bobin ou pas? Où les Centurions auraient déjà fait forfait saison. Je pense qu'ils vont quand même venir. Ouais. 26 juillet, ça me paraît loin dans la saison pour qu'ils soient encore en cours. Je pense que justement, ils ont quand même fait l'effort d'assembler un roster pour que ça joue. Si ça fait 0-12, ça fait 0-12. Moi, c'est les affaires off the field qui m'inquiètent et qui pourraient faire un Leipzig Kings Beast. Berlin, c'est pas fort, hein. Non, c'était une équipe en reconstruction. Pareil, le stade chez eux, c'est pas ouf. Je crois qu'il n'y a même pas eu 500 personnes au match parce que c'est un stade tout pourri. C'est un il n'y a pas de ouais, c'est ça, il n'y a pas de et même il y a eu pendant la off-season, il y a eu des Berlin, c'est la même off-season que Paris, mais vraiment un truc pire. Toi, les gens, on a beaucoup parlé de la off-season de Paris. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais là, tu as la même avec vraiment les dégâts critiques. Et il faut que ça puisse. C'est pas comme s'ils n'avaient pas perdu leur meilleur joueur, quoi. Ah bah c'est sûr que oui, Kyle Kitchens. Après, il y a toujours Jacob Sullivan, hein, mais bon. Ouais. Mais bon, je pense que Berlin a quand même des capacités à faire une bonne saison. Après, Cologne, ça sera difficile, quoi. Mais justement, un match qui m'a surpris, là, c'est le match des Ravens contre les Raiders. Dans quel sens? C'est du 50-50 chaque année. Hein. Bon match défensif des deux côtés. Après, côté Raiders, là, c'est Connor Miller, leur QB, l'ancien du Flash, l'ancien des Barcelona Dragons, mais qui fit bien dans leur schéma offensif et qui va peut-être prendre du rythme après. Mais côté Ravens, leur QB Russell Tabor, là, qui a fait des bonnes connexions, des très belles passes avec Malik Stanley. Et les Ravens, pareil, c'est un plan de développement. Ils l'ont signé pour 3 ans. C'est une équipe qui fait de la continuité de ce qu'ils ont construit l'année dernière et les Ravens, ça peut être solide. Hein. Alors, après, pour avoir vu le QB des Ravens, parce que j'ai un peu regardé le match, j'ai pas tout regardé, mais il a qu'une seule façon de lancer le ballon, c'est très fort. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de lob pass, il n'y a pas des passes un peu touchées. Non, lui, c'est à 2000 à l'heure ou à 2000 à l'heure, tu vois. Et donc, alors certes, il a le bras pour, mais c'est pas forcément comme ça que doit jouer un quarterback. Et il y a plusieurs passes qui sont ratées parce que le mec, il met une bombe sur un tracé slant ou un tracé hitch. Tu ne mets pas une bombe sur ton receveur. Tu as envie de quoi? De lui percer le casque ou quoi? Donc, je sais pas. Je suis quand même un peu perplexe sur ce match de Russell Tabor. Très honnêtement, je n'ai pas été ultra convaincu. Après, quand tu as Malik Stanley qui fait 139 yards parce que tu lui envoies le ballon à peu près n'importe où, il le catch. Ça facilite les stats du quarterback. Mais pour l'instant, après, c'est encore un début de saison. Voilà, il y a des réglages à faire, pour en avoir discuté rapidement avec Kendra Levison. Il y a plein de choses à travailler et ils vont continuer à travailler dessus. Mais défensivement, c'est une équipe qui va être solide parce que son coach, c'est son boulot. Très bien. Bon, les amis, on clôt là-dessus ou vous avez un autre match que vous avez envie de débriefer? Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a Fred Warner qui a signé en NFL, qui a prolongé son contrat. Et puis, il y a qu'un seul journaliste chez The Playoff qui travaille le soir. Donc, va peut-être falloir que... C'est qui? Je sais pas. Mais paraît-il qu'il est dans le live. Alors, ça embête un peu pour pouvoir écrire en même temps. Julien, il travaille pas chez The Playoff, Julien? Non, Julien, non, il travaille pas chez The Playoff. On essaie de le recruter à force. Il y a des gens comme ça dans ce live qu'on essaye de recruter, d'autres non. Parce que on tient à notre crédibilité de pronostic. Il y en a un qui a fait 1 ou 2 articles, mais il a un truc de quelques mois à côté et ça l'a empêché de continuer. Tout à fait. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, mon Steven, il me semblait que tu t'étais lancé dans une activité. Ouais, tout à fait. À l'instar de mes compères qui, eux, sont plus dans les médias. C'est la drogue. Je me suis lancé dans la drogue. Twitch ne bannit pas, c'est une blague, c'est bon. Non, pour ma part, j'ai décidé plutôt de me lancer de manière à mon compte de ma passion qui est les cartes de sport. Et du coup, sous le pseudo donc Dangerous Card, sur l'application Whatnot et sur Instagram aussi, j'ai Instagram et Vinted. Voilà, vous pouvez me retrouver et notamment mercredi soir.
20h30, si je dis pas de bêtises. On fait un live d'une demi-case de optique. Voilà. Avec de grosses cartes à aller chercher. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Vous avez l'adresse. On relaiera bien évidemment. Et pour les nouveaux acheteurs, il y a 15 €. Voilà. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à acheter. Mon jus, toujours Spring Football News, l'UFL, la XFL, l'AFL. Oula, non. Ça va être simple, ça va être UFL et ELF. Et surtout pendant 5 semaines. Pendant 5 semaines, tu as le combo UFL, ELF et Playoff de D1 qui se croisent. OFL. Faites le malin. BFL, BFM. C'est le mec. Tout ce qui a 3 lettres avec un F dedans, c'est pour J. Le mec, il suit toutes les ligues du monde, même la ligue de Djibouti. La XFL, il fait tout, quoi. La Djibouti FL. Non, mais c'est. Mais est-ce qu'il suit ta ligue préférée? Ta ligue antillaise, là, est-ce qu'il la suit? Ah non, tu suis pas la. Voilà, tu vois. Non, la ligue antillaise, la. Beaucoup de noms, mais à la fin, c'est. La LMFA. LMFA. Tu devrais, Julien. Non, je suis toujours intéressé par regarder ce qui se passe ailleurs. C'est du flag. Faut passer au tackle, qu'est-ce que vous attendez? Mettez des pads, les gars. Et comment, Waïk, toujours ta chaîne YouTube, ton compte Insta, bref, on te retrouve partout, quoi. C'est ça, comme d'hab. Alors, cette année, j'ai l'interview de Kevin Mwamba qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ah, c'est pour The Player? Hein? Non, pour The Player, ouais. Qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ça a été, on l'a diffusé au mois de mars, si je me trompe pas. Est-ce que j'en aurai d'autres cette saison? Je l'espère, c'est pas sûr. Sinon, je parle de D1 aussi maintenant depuis cette saison. Je couvre un petit peu la D1 et voilà. Donc, et bien évidemment la NFL lors de la saison NFL. En parlant de D1, on va en profiter pour vous donner le programme du week-end. D1, il y a les 2 matchs de wildcard qui vont se jouer cette semaine. Les Ours qui reçoivent les Molosses et le Flash qui reçoit les Grizzlies. D'ailleurs, nous, on sera au stade Géo-André pour le match entre le Flash et les Grizzlies catalans. C'est Jean qui y sera, puisque ce n'est pas un dimanche, donc il travaille ce jour-là. En ELF, ce sera donc dimanche à 13h le match entre les Paris Musketeers et le Surge de Stuttgart. Et avant de partir, je vous précise qu'on va essayer en tant que possible de faire le live tous les lundis soirs à 21h30. Donc voilà, on sera si des fois on communique pas en disant qu'on va être en live le lundi soir, sachez que normalement tous les lundis soirs à 21h30, nous aurons ce rendez-vous de débriefing du match des mousquetaires avec, on l'espère, un de nos mousquetaires tous les lundis. Oui, mon jeu, tu voulais ajouter un truc? On rajoute quoi pour la D1? Les matchs sont sur la 3FA TV, la plateforme gratuite. Gratuite de la Fédération française de football américain. On salue Guillaume, comme ça va lui faire plaisir. On lui aura fait un peu de pub pendant le LF, ça lui fera du bien. Mais en tout cas, voilà, vous suivez bien évidemment les matchs sur la 3FA TV. Oui, on essaiera d'avoir des invités. Nico qui nous demande, on va essayer. Alors le programme que moi j'ai demandé, c'est qu'on ait un joueur après chaque match et que pendant les bye week, on puisse faire des podcasts un peu récap avec des membres du coaching staff. Notamment, pourquoi pas Jack Del Rio qui devrait pouvoir venir pendant l'année. Voilà. Et les matchs de D1 sont gratuits à la différence de ceux de l'ELF. Qui, eux, ne sont pas gratuits, effectivement. Pas du tout. Bon, après, ça, c'est normal, mais après... Et qui ne sont pas commentés mais le tarif est... voilà. Et qui ne sont pas commentés en français, mais les choses pourraient bien changer. Nous ne vous en dirons pas plus. Peut-être. On se dit à très vite, les amis, et merci de nous avoir tous suivis. À bientôt, à lundi prochain pour les Mousquetaires. Salut et une victoire ce dimanche. Salut tout le monde. Salut à tous. Salut.